En fait, tu peux pas dire, c'est entre guillemets, c'est halal pour moi et c'est haram pour les autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça a jamais fonctionné comme ça fonctionne pas comme ça fonctionnera jamais comme ça. Il Mais faut, halal de il faut, quoi et de quoi? Qu'est-ce déjà, qu'on veut interdire? C'est quoi? attends, s'il te plaît. Déjà, en prenant ce genre d'attitude, déjà, tu viens de rompre le principe d'égalité. C'est-à-dire que si tu veux agir d'une certaine façon, en fait, t'agis d'une certaine façon que t'interdis aux autres. T'interdis aux autres d'agir comme toi tu agis. Donc déjà, c'est une rupture du principe d'égalité. Tu peux pas dire oui, moi je me permets d'aller imposer mes idées dans des régions qui justement apparemment ne veulent pas de ces idées, même si bon, faudrait faire un sondage en Iran pour essayer de comprendre ou de savoir à Tu combien de as des pourcents. doutes après toutes ces morts. Toi, en fait, on a beaucoup de femmes qui sont mortes parce qu'elles portent le voile. Il faut Mhm. encore faire des sondages. Il Non, faut c'est pas attendre ça. combien Pour de morts, moi, en non mais fait, de d'accord mortes, avec toi. pour T'as être pas plus compris, oui. précise. Moi, je suis de ton côté en Non, ce qui nous, on concerne ne la demande pas liberté. de tuer les femmes voilées, tu comprends? Parce que l'Iran, Non, tu nous compares à l'Iran, en fait. Tu nous compares, en gros, au régime iranien, qui tue les femmes, qui les emprisonne, en fait. Et là, c'est une comparaison injuste. C'est ça que je conteste. C'est non, comme c'est pas ça. Moi, je Arashkian. parle de l'attitude. Attends, pardon, c'est comme Arashkian. Un jour, sur TikTok, on discute, il me dit, l'apostat, quelle est la différence entre la police des mœurs en Iran et toi? Mhm. Quelle est la différence entre la police des mœurs en Iran et toi? Magnifique. C'est, j'ai pas su quoi répondre, alors je lui ai dit oui, effectivement. Euh, police des mœurs en Iran et moi-même, c'est la même chose. Il y a que le vestiaire qui change. C'est c'est la même Mhm. chose. C'est Non, mais vous êtes complètement hors sol. Vous ne comprenez pas ah, qu'il y a un moment, il faut comprendre que il faut taper du poing sur la table. Il y a un moment, c'est pas taper du poing sur la table, ce n'est pas écorcher le pacte d'égalité, le pacte républicain, le pacte démocratique. C'est pas. Moi, tu sais quoi? Comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé une image. Je vais regarder les abîmes tellement profonds dans les yeux que les abîmes, elles vont baisser les regards. Les abîmes vont finir par baisser leurs yeux et fermer leur gueule. Tellement je vais les regarder en face. Je vais tellement regarder le monstre que je ne veux pas être dans les yeux que le monstre, il va baisser son regard et qu'il va fermer sa gueule. et Qu'est-ce comme que tu ça as veut dire, ça? cité, ah, t'as pas fini, vas-y. Ah, Si, si, j'aimerais si, bien si, si, citer si, j'ai Boilam terminé. Sansal, 5 Blanc sans haine, minutes. ça fait black, t'inquiète pas. J'adore. Alors, gouverner au nom d'Allah, islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe, de Boilam Sansal. Citation. Les réactions toujours très violentes des islamistes à la moindre remarque sur l'islam, réactions promptement relayées et amplifiées par les médias, je rajouterai de gauche, ont fini par dresser une sorte de mur de Berlin entre l'islam et la critique que tout homme peut émettre à l'endroit de toute idée, fût-elle sacrée. Quand je parle d'interdire aux petites filles, je parle d'interdire, d'inculquer l'idée selon laquelle la femme est impure et sale et que son corps, elle doit en avoir honte et donc le cacher. Donc tu viens me comparer cette volonté juste pour les femmes à la volonté de Khomeini et de Khamenei après lui qui tue les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'acceptent pas le fait d'être infériorisées ou d'avoir honte, une honte naturelle en fait de leur corps. Donc ta comparaison est indigne. Et le mur de Ah, Berlin contre la critique de l'islam, ça suffit. Il ok. faut qu'il soit critiqué, il faut qu'il accepte la critique. Ok, très bien. Donc moi, je parlais pas du contenu des valeurs en elles-mêmes, je parle de l'attitude qui consiste justement à accepter Non, non, on l'imposition. parle des valeurs dont on parle. Non, non, je parle pas du Parce que contenu des valeurs, moi, je voilà, parle de la l'attitude. raison de Khomeini, C'est- c'est quand c'est- même la liberté de conscience et Oui, moi je suis pas la musulman. liberté de vivre après le dévoilement. Oui, moi je suis pas musulman, Voilà, mais tu moi je parle compares d'une des gens qui attitude. tuent à des gens qui pensent et qui Tu justement sais, luttent pour la hum, justice. il n'y a pas que les Iraniens qui tuent. Il y a énormément de personnes qui tuent. Il y a des gens qui tuent pour l'argent, des gens qui tuent pour énormément On de, parle des de sites gouvernements. qui Le n'ont pas. gouvernement Oui, français ne tue oui, personne pour son oui, ça expression. reste. Donc, tu compares deux choses Ça vraiment reste. incomparables. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, l'État français, il tue pas de personnes pour. Voilà, il tue pas de personnes à cause de la liberté d'expression.
ce que je veux dire, c'est que tu peux pas venir dire, par exemple, que toi, au nom de la liberté, au nom des valeurs que tu prônes, tu as le droit d'aller imposer tes valeurs dans des régions qui ne l'acceptent pas ou qui ne le veulent pas et l'interdire aux autres. C'est juste ça que je dis. Moi, maintenant, je suis d'accord avec Pourquoi toi. tu parles au Moi, nom je suis pas... des Iraniens? Les Iraniens sont majoritairement contre le régime qui les gouverne, qui les Ok, très colonise. bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais qui a voulu cette révolution? Tu sais que l'ayatollah Khomeini a été soutenu par les Français. Il y a la Ils ont été Oui, arnaqués par les islamistes. oui, mais La gauche communiste s'est alliée, comme la gauche aujourd'hui en Mhm. France, qui s'allie avec les islamistes. Elle se croit supérieure. En Oui, fait, la gauche est raciste, en vérité. Elle se croit oui, supérieure. Elle se dit, bon, je vais utiliser les islamistes. Leur oui. lutte contre l'Occident et ma lutte contre l'Occident se rejoignent. On s'en fout des détails. Un jour, ils vont disparaître. C'est des cocons qui croient que Allah existe. Bon, on s'en fout. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et c'est comme ça que les communistes de 79 ont vu les choses même. Moi, j'étais choquée quand je l'ai su, c'est Foucault, quoi. Le Foucault qui est homosexuel, qui sortait avec Roland Mais Barthes, j'ai qui une question vivait à te la poser, belle vie Touda. parisienne, qui venait nous dire, oh, la révolution spirituelle, waouh! Quelle Oui, magie! Non, mais faut d'accord. arrêter, en fait. Un jour, on s'est trompé, il faut juste reconnaître son erreur et ne pas faire la même erreur qu'ont Oui, mais fait Touda, j'ai une les question. Iraniens. Quand tu me dis les J'ai... Iraniens ont voulu, non, les Iraniens ont été trompés. Oui, il y avait un dictateur avant, mais les Mhm. Iraniens d'aujourd'hui, beaucoup d'Iraniens disent on préfère le Shah à Khomeini qui nous tue. D'accord, mais moi j'ai une question à te poser, Touda. Au moment où la France, elle a soutenu l'ayatollah Khomeini, qu'elle l'a hébergé, enfin dans un village de France, etc., en vue de le mettre au pouvoir en Iran, est-ce que l'État français ou les philosophes français ou les idéologues français, est-ce qu'ils ignoraient le contenu même de ce qu'est l'islam chiite en fait? Est-ce qu'ils ignoraient l'idéologie du chiisme? Est-ce qu'ils ignoraient l'idéologie islamique? Est-ce qu'ils ignoraient tout ça au moment où ils ont soutenu l'ayatollah Khomeini? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire que c'était une question d'intérêt. Je sais pas dans quel but ils ont. Voilà, peut-être pour contrer, comme tu as dit, l'avancée du communisme en Iran ou je sais pas trop quoi, voilà, sous la directive des Américains. Bon, voilà, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que cette attitude, elle continue à se reproduire aujourd'hui. Bon, c'est peut-être pas le thème du débat, mais on le voit en Syrie, par exemple. Aujourd'hui, on a changé leur nom, on les appelle des rebelles, comme par hasard, on sait pas trop pourquoi. C'est presque comme si les médias nous disaient les islamistes en Syrie, c'est mieux que Bachar al-Assad. Et là, on voit bien que cette attitude, elle continue à se reproduire, etc. Et elle continuera à se reproduire dans le futur parce que c'est qu'une question d'intérêt. Donc c'est ça, moi, ce que je suis en train de te dire. Et du coup, après, certes, il y a une partie de la population en Iran qui n'est pas d'accord avec les mollahs. D'accord, je suis d'accord avec toi, qui lutte pour la liberté, je suis totalement d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais des Iraniens qui, eux, sont convaincus par le régime des mollahs et qui continuent à soutenir leur régime? Eux, est-ce que tu veux aussi leur imposer une liberté T'as des chiffres? dont eux T'as ne des veulent chiffres? pas? Bah, c'est des Bah, j'ai pas de collabos. chiffres, C'est j'ai des pas de chiffres. collabos contre le peuple. C'est des gens qui agissent contre le peuple. Oui. On a un peuple qui se fait tuer, qui se fait massacrer, qui se fait Mhm. affamer, et on a des collabos qui viennent dire à l'Occident, ah nous on va très bien, nous on s'est débarrassé de l'idéologie occidentale, on lutte contre l'idéologie occidentale partout dans le monde, c'est comme ça qu'ils se présentent. La révolution spirituelle, non mais t'es juste berné en fait. Moi j'écoute le peuple, je vois la situation des femmes et je juge en fonction d'eux. Après, Oui, les non, mais je suis femmes qui d'accord, se mais soumettent, on parlait tout à l'heure de Louise Eliafi, oui, il y a des femmes qui sont coupables et complices de ce qui arrive à d'autres femmes, ça c'est connu. et du coup, ces femmes-là, admettons, ces femmes-là qui veulent porter le voile, le tchador, etc., est-ce qu'elles sont libres selon ta définition de la liberté ou pas? Si on les a éduquées depuis leur toute enfance d'avoir honte de leur corps, on a un défaut d'éducation là. On a un problème d'éducation. Un problème Pardon, Attends, d'éducation. Touda. attends. Pardon, Touda, Voilà. Et comment ça se pardon, fait que la je vous jeune coupe. génération se Je vous réveille? coupe 30 De toute secondes. façon, Je reviens. il J'ai se une trouve. urgence. Ok. Pas de souci. Oui, Bah, pardon, moi, Donc j'ai du une je coup, ce que urgence dois t'as, dans deux pas, je minutes. vais pas tarder. Oh donc là du là. coup, ce que tu dis, Touda, c'est que toute personne qui, admettons, hein, qui ne partage pas ta définition de la liberté, elle a forcément été conditionnée, subi l'influence. Mais dans ce cas-là, cet argument, il peut aussi se retourner contre toi. On peut aussi dire que toi, tu as Est-ce été conditionné à avoir à avoir une conception de la liberté
justement qui est le fruit de ton éducation, de la société dans laquelle tu as vécu, et c'est au nom de ce conditionnement que tu définis la liberté telle que toi tu l'as définie, tout Non, simplement. mais En fait, cet argument fonctionne aussi pour toi. islam et liberté, c'est juste un oxymore, quoi. Oui, moi, regarde, moi, je suis pas musulman. Je veux dire, je vais pas me mettre à défendre un régime, voilà, qui n'est pas souhaitable. Mais moi, ce que je questionne, c'est vraiment Toi, t'as l'attitude, parce pas eu que à arbitrer, je porte pas. Toi, t'as pas été obligé par le fils en Algérie quand tu avais 13 ans à porter le voile. Parce que moi, je parle d'un vécu, ok? Et d'un vécu que la majorité d'Algériens de mon âge te raconteraient. Toutes Mhm. on était obligés de porter le voile. D'accord? Non, mais moi, je suis Donc, contre c'est ça. bizarre qu'en fait, à chaque fois qu'un État islamique s'impose, le voile s'impose avec. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on critique le voile. C'est pas juste parce qu'on veut que les autres pensent comme nous. Non, on pense, c'est tout. Oui, je suis d'accord. Mais alors, vous, selon vous, alors, moi, si je comprends bien, il faudrait interdire le voile dans l'espace public. Il faudrait interdire. Donc il faudrait aussi interdire, je pense, la littérature, parce que ça passe aussi par l'endoctrinement qui va dans les livres, dans les boutiques islamiques, on vend des livres justement qui poussent les musulmans à agir de la manière dont ils agissent, etc. Donc en fait, il faudrait, selon toi, interdire par exemple la vente de certains livres, interdire l'expression de l'islam dans l'espace public, mais du coup ça toucherait toutes les autres religions aussi. Ça voudrait dire que un prêtre, il aurait pas le droit de mettre sa soutane Bah, dehors, etc. bah oui, Comment est-ce qu'on fait? bah oui, Comment? ça c'était le sens de la loi de 1905. Oui, on a interdit. C'est pour ça que tu parles du prêtre. Les femmes musulmanes ne sont pas toutes des prêtres en fait. Là, on parle Oui, pas non, mais je suis d'accord. des Mais ils fonctionnaires vont, du eux, par exemple, religieux. ils vont Moi, te je parle dire. pas. Si une femme devient imam, mais c'est très bien, j'irai l'applaudir. Tu comprends ça? Mhm. J'irai l'applaudir et elle aura le droit de porter le voile où elle veut parce que c'est son travail. C'est une tenue de travail. La soutane, c'est une tenue de travail du religieux, en fait. Oh, il y a Il un la son porte quelque parce part qu'il là qui est travaille. Il gênant. va dans un. C'est comme le pompier qui met son uniforme pour aller faire du pompisme. Bon, ça n'existe pas ce que je viens de dire, mais c'est que je dois partir. Bref, les comparaisons insensées me sortent par le nez. Faut arrêter. Surtout la Je dois- comparaison de nos pensées, notre dénonciation du sens religieux, politique et sociétal du voile deviennent ah ben c'est la même chose que Khomeini. Non, c'est trop facile en fait. Khomeini tue des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas croire qu'elles sont inférieures ou que leur corps devrait être une honte. En fait, c'est ça le voile. C'est que la femme doit penser que son corps est une honte et qu'elle doit le cacher. Et je ne mets pas mon interprétation, ce n'est pas ma vision du voile, c'est la vision de l'islam. Et qui est aussi traduite par des musulmans, des imams qui te disent bah, la femme qui se voile pas, elle est maudite, elle est impure et tutti quanti. En fait, c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui veux imposer cette idée. C'est l'islam qui l'impose et moi je réponds à cette imposition. Mhm. Non, mais j'ai bien compris ce que tu dis, hein, tout d'abord. Mais moi, je vois pas comment est-ce que tu pourrais. En fait, bon, déjà, nous, on est juste des personnes lambda qui discutons sur Internet. Mais je vois mal comment est-ce que politiquement ça pourrait s'appliquer. Moi, je vois pas comment, parce que ça romprait certains principes des droits de l'homme, comme la liberté de se vêtir, etc. Donc je vois pas en fait. Bon, il y a certains partis comme les groupes d'extrême droite enfin, sont pas pour moi, c'est pas extrême droite, c'est plus de la droite. Mais il y a certains partis d'extrême droite qui veulent interdire le port du voile dans la rue. Mais je pense que si la France elle adoptait ce genre de loi, elle se ferait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Donc comment est-ce qu'on fait en fait? Comment La est-ce que Cour tu voudrais appliquer européenne concrètement? des droits de l'homme qui est elle-même, qui va faire une publicité pour me dire, moi, le Conseil de l'Europe, qui vient me dire que le voile est une liberté? Non, mais ils ont quelle Bah oui, légitimité, ces gens-là, pour venir condamner la France? Ils ont quelle bah légitimité? la Ben, j'ai légitimité pas à c'est les déjà. écouter, en fait. J'ai pas à les écouter. C'est une Ouais, question mais sociétale, c'est une question des droits des femmes. Je peux aussi, moi, leur imposer la Constitution et prendre en ouais, exemple la définition réelle du voile en islam. oui, mais toi Voilà. t'es pas Donc parlementaire, oui, t'es pas. je suis pas parlementaire, mais que les parlementaires prennent mes idées en compte.
parce qu'elles existent. C'est le fait de faire taire mes idées sur le voile et les idées d'autres femmes qui fait que vous croyez que seul le voile ne concerne que celles qui sont voilées, qui veulent bien se voiler. Non, parmi elles, il y en a beaucoup qui sont obligées de le faire, mais elles n'ont pas le droit de parler parce que quand elles parlent, elles deviennent d'extrême droite, elles deviennent islamophobes, elles deviennent je ne sais quoi. Ben non, elles existent et elles parlent. Laissez-les parler. Tout C'est là, tout. Après que les actions politiques, moi je suis pas politicienne, je suis pas députée, je suis rien du tout. Je veux juste que mes idées existent et qu'elles soient pas disqualifiées, que ce soit d'extrême droite ou suprémaciste, comme dit la Dimi de Sandrine Rousseau sur Boualem Sansal, avec qui je suis entièrement d'accord. j'aimerais, si vous me laissez, rappeler un truc. Il y a personne sur Terre, vraiment, il y a rien qui a été prouvé qui va dans ce sens. Aucune personne n'est admise dans un bureau pré-naissance. Il n'existe pas de bureau des admissions avant la naissance pour expliquer dans l'utérus, au moment de la fécondation, bonjour, vous êtes le spermatozoïde numéro machin, vous avez réussi à féconder l'ovule. Dans quel pays et quel système vous voulez naître? Ah, vous voulez naître en Iran, vous êtes une femme, eh ben, vous naîtrez en Iran. Non, ça n'existe pas. Donc déjà, oui, rien que ça nous donne un droit d'ingérence. Parce que nous, on l'a compris, grâce au combat, grâce aux héritages, des luttes dont on bénéficie aujourd'hui, que le meilleur système, même s'il n'existe pas, on est dans le système qui s'en approche le plus. C'est peut-être pas l'idéal, la panacée, on est dans le système. C'est la liberté. Donc, désolé, dans des pays qui maltraitent leur population, qui imposent des choses, on peut pas toujours dire non mais on s'en fout, c'est leur tradition. Non, on le sait qu'aucun être humain n'aime se voir imposer des choses. Et les choses qu'on se voit imposer avec l'islam sont des choses profondément néfastes. Ensuite, tu peux prendre autant de nourrissons, de bébés que tu veux dans une poussette, des filles, des filles bébés, tu leur mets un voile dans les mains, il n'y en a aucun bébé, aucun nourrisson qui va spontanément se le mettre autour de la tête pour se voiler le visage. Par contre, tu leur donnes un petit beurre de lu, bah, tous les bébés, au bout d'un moment, finiront par croquer le petit beurre par les quatre oreilles, les quatre bouts. Parce que les cerveaux, la curiosité, la découverte, ils fonctionnent de la même manière. La singularité de la forme des oreilles sur un petit biscuit va interpeller les cerveaux dans la même proportion, les mêmes conséquences entre guillemets. Et chaque enfant voudra tester. Ah, tiens, et si je commençais par croquer, c'est rigolo et tout, etc. Mais personne ne va spontanément se voiler si tu leur mets un voile entre les mains. Mon exercice de pensée, il est claqué au sol. Désolé, mais voilà, il faut arrêter de dire ah non, tout c'est leur valeur. Nous, on a la chance de vivre encore dans des pays où on a une liberté d'expression, une liberté de pensée vestimentaire et tout, etc. Et on va laisser tomber des gens qu'on connaît pas à l'autre bout de la planète, alors qu'on aurait potentiellement les possibilités d'influer sur les directions sociologiques, sociales ou politiques ou ce que tu veux de ces pays-là. Il faut le faire. C'est notre devoir. Alors, alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, mais du coup, il y aurait une solution qui serait beaucoup plus, qui serait beaucoup plus, comment je pourrais dire? Bon, je vais utiliser un autre terme, qui serait meilleur, ça serait tout simplement de les ramener en Europe. Mais vouloir aller changer une société à l'étranger, une société d'ailleurs qui est majoritairement musulmane, à ce que je sache, hein, l'Iran est un pays majoritairement musulman, donc vouloir leur imposer un système, un système libertaire, etc., que eux-mêmes ne veulent pas, bah moi j'appelle ça du fascisme en fait. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec leurs idées, même si on n'est pas d'accord avec leur religion, même si on pense pas comme eux, je vois pas au nom de quoi tu aurais le droit d'aller imposer tes valeurs dans une région, dans une région qui ne le veut pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça en fait. Et c'est pas au nom de, parce que finalement toi tu dis oui je le fais au nom de valeurs qui sont supérieures. Mais tu sais que ce discours il rappelle celui des nazis. C'est exactement la même chose. Ils te disent, nous, on a des valeurs qui sont supérieures aux tiennes, donc parce qu'elles sont supérieures, j'ai le droit de te les imposer. Mais c'est exactement le même discours aussi que les islamistes. En fait, tu parles comme eux, tu agis comme eux, tu penses comme eux, sauf que t'es de Exactement. l'autre côté. C'est tout. En fait, tu dis, mes Ouais. valeurs sont supérieures, et parce qu'elles sont supérieures,
parce qu'elles sont subjectivement supérieures, j'ai le droit de te les imposer, parce que c'est le meilleur système, parce que c'est le système qui favorise le plus la liberté, l'égalité, etc. Mais eux, ils vont te dire exactement la même chose. Mon système est meilleur parce que c'est un système qui favorise l'égalité selon ma définition de l'égalité, qui favorise la liberté selon ma définition de la liberté, et du coup, tu te retrouves à agir comme ceux que tu condamnes. Donc moi, je comprends pas bien, en fait, je comprends pas bien ton discours, en fait. Je le comprends pas. En fait, entre deux systèmes de valeurs, où tu as un système de valeurs qui dit, grosso modo, tu peux t'exprimer comme tu veux, et un système qui te dit, tu fermes ta gueule, vouloir imposer un système où on dit aux gens, on ne vous dira plus ferme ta gueule, on vous laissera vous exprimer, effectivement, c'est du fascisme. C'est pareil que les nazis. Bravo Callaghan, t'es vraiment, au niveau réflexion, tu m'as ouvert les yeux. Merci beaucoup. Je vais aller me fouetter, me flageller, parce que tu as raison. Apostat Kafir Vas-y, et le petit moustachu, c'est la même chose. vas-y, Palaz. Mais qu'est-ce que ça a à voir, franchement, mais Attends, ok. qu'est-ce que c'est que cette réflexion, franchement? Tu t'écoutes? Tu t'écoutes parler ou pas? Bon, Vas-y, ouais, je Palaz. m'écoute, ouais. Je Non, non, m'écoute, et pour ceux dans les... attends, Désolé. attends. Non, non, on va laisser quelqu'un d'autre répondre. Laissez Ça devient terminer, juste c'est un bon. jeu d'invective entre vous. Vas-y, Palaz. Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, et il y a des posts d'Obrazor il fait des commentaires dans le chat qui sont vraiment intéressants à des moments. Alors, je voulais juste reprendre sur le principe d'identité que tu avais évoqué, où tu dis, tu me corriges, hein, mais tu as dit que pour les musulmans, par exemple, l'islam, c'est un principe d'identité, c'est une continuité. Par exemple, tu disais pour les femmes, le voile, effectivement. Sauf que j'ai l'impression que ce principe d'identité, il fonctionne un peu, il utilise ce même principe d'aliénation que des Maghrébins se disent être des Arabes. Tu vois, je te donne un exemple concret. J'entends des Algériens dire qu'ils sont des Arabes. Et quand je leur demande, mais t'es sûr que tu es un Arabe? Ils sont vraiment convaincus. Et j'ai l'impression que ce principe d'identité qu'est l'islam, bah, il a les mêmes ressorts d'aliénation que ces Algériens qui se pensent être arabes. Oui, je suis d'accord. Ouais, on peut dire que c'est similaire. Oui. Mais bon, Donc bien c'est qu'il y ait des puissant. différences, mais oui, mais il y a une structure similaire à cette appropriation identitaire. L'une est confessionnelle et l'autre est ethnique. Ouais. Mais bah vas-y, Théophile, donne-nous ton avis sur la notion de fraternité qui peut être mise à mal justement par une islamité exacerbée, un désir de retour Hmm. à une foi Alors, ferme. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur Pas ça. de souci. Merci, merci Régulus. Alors, oui, pour moi, déjà, le principe de fraternité, il est incompatible avec l'islam. Pourquoi? Absolument. Parce que dans l'islam, il y a le principe de la Oumma et de ce qu'on appelle al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Il y a plein de versets qui illustrent ce principe. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, etc., etc. Multitude de versets comme ça qui empêchent le principe de fraternité entre un musulman et un non-musulman. Donc le problème de l'islam, c'est qu'avec cette idéologie, on peut pas faire État-nation. C'est impossible. L'islam, cette religion est contre le principe même de l'État-nation. Parce que c'est la Oumma, c'est le califat, etc. Donc, si tu veux, cette religion, elle relie un Pakistanais avec un Indonésien avec un Algérien. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un Algérien, bah, l'Algérien, il va toujours préférer l'Indonésien qui vit à des centaines de milliers de kilomètres, mais qui est musulman, à son frère de sang algérien, enfin, voilà, vous avez compris ce que je voulais vous dire, mais son frère de sang algérien qui, lui, ne partage pas ses idées. Donc, effectivement, le principe de fraternité, selon moi, il est incompatible avec l'islam. C'est impossible de développer une fraternité avec cette religion, c'est possible. Et voilà, donc après, c'est très difficile voilà, de vivre ensemble ou de fonder un État-nation avec des musulmans, c'est certain. J'ai, tu veux que je rajoute quelque chose ou? Non, non, c'est après je vais te permettre de continuer, de poursuivre parce que c'est intéressant. Parce en vérité, oui, l'islamité empêche une fraternité républicaine parce qu'elle enferme dans une fraternité islamique. Voilà. Donc au lieu d'être frère d'un Français, un musulman français va préférer être frère, comme tu as dit, d'un Indonésien, d'un Afghan, etc. Donc, je vais pas citer les 53 pays, mais en tout cas, oui, oui, ça c'est une certitude.
Mais après, il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en jeu, et c'est ce qui rend l'analyse encore plus complexe, moi je dirais problématique. C'est aussi le problème du fait que la France, contrairement à d'autres pays européens où il y a de l'immigration, a un passé colonial. Donc vient s'intriquer aussi cette notion de voilà, ancienne colonie, par exemple pour l'Algérie, pour le Maroc, si je cite les deux plus proches pays Mhm. en termes de distance. Et il y a des associations donc de gauche, faut le dire, et c'est là où le problème de la gauche commence à s'installer. C'est ce que je vais reprocher aux gens de gauche, c'est qu'ils réactivent cette mémoire coloniale qui n'a pas à être là en fait, parce que les gens de cette génération n'ont pas vécu la colonisation. Même leurs parents n'ont pas vécu la colonisation pour la plupart. C'est leurs Justement. grands-parents qui l'ont vécu. Et ça rend donc encore plus complexe notre analyse qui, au lieu de se baser uniquement sur une grille confessionnelle qu'est l'islam, doit se baser aussi sur une grille historico-anthropologique, ethnique, etc. Vas-y, je t'en prie. Oui, exactement. Je t'ai mis une patate chaude là. Ah, merci, Vas-y. ah, merci, merci, c'est gentil. Ouais, tu me l'as bien servi, elle est à point. Donc en fait, ouais, effectivement, bah moi-même, je suis d'origine maghrébine. Et c'est vrai que, et je suis d'origine algérienne, voilà, pour être plus précis. Et c'est vrai que malheureusement, les consciences bah, des personnes issues de l'immigration, elle est encore enfermée dans des conflits qui se sont passés il y a 50 ans, etc. Et c'est vrai que malheureusement, il y a toujours cette logique bah voilà, moi, je m'en souviens, ma mère, elle continue à me parler de la guerre d'Algérie, je sais pas quoi. En fait, ils sont restés, en fait, si tu veux, la conscience, par exemple, si on prend le cas des Algériens, la conscience des Algériens, elle est restée bloquée en 1962. Ils sont encore restés là-bas. Et comme tu le dis, bah, les gauchistes, ils ont empêché l'assimilation. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé le Maghrébin, dans les années 70, ils l'ont placé dans une position de victime. Et en fait, ils ont accusé l'homme, entre guillemets, l'homme français, bah, l'homme de souche français, ils l'ont accusé d'être un raciste, voilà, d'être une multitude de choses. Et ça a empêché justement, bah, ça a empêché l'intégration. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les premières générations de migrants qui étaient venus en France, dans les années 70 aussi, avant qu'ils soient récupérés par des groupes comme SOS Racisme, etc., bah, ces gens-là, ils se sont intégrés, ils se sont assimilés, etc. Ce qu'on appelle les Chibani, justement. Les Chibani, eux, ils n'ont pas eu de mal à s'intégrer. Ils sont arrivés, ils ont adopté les coutumes du pays, ils n'ont pas eu de problème. Et du coup, bah oui, je pense que pour moi, là, ça va être très difficile d'assimiler et d'intégrer des personnes qui ont cette logique de revanche. euh, et voilà quoi. Ah désolé, j'étais un peu confus parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé dans des Non, lives. non, non, il n'y a pas de souci. Non, mais Hmm. pour reprendre, en fait, là où vous vous opposez avec la poste à Kafir, ou peut-être ceux qui sont en tout cas de son avis, et les gens qui sont de ton avis, en fait, moi, je vais plus pencher vers ta position à toi, parce qu'après, ça dépend. C'est très complexe. Parce que interdire pour interdire, ça ne sert à rien. Parce qu'au final, quand on interdit des comportements, quand on interdit des propos, voilà, quand on marque la censure par exemple, on se positionne d'un point de vue étatique, voilà, à travers la loi. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, nous ne voulons pas telle chose ou telle autre dans l'espace public ou même dans l'espace privé, voilà, en tout cas. On dit par exemple qu'on a pris position par rapport à la notion de viol conjugal quand on l'a introduit dans la loi, ça qu'on s'est introduit dans les foyers. On a dit, même dans des rapports intimes maritaux, nous condamnons des actes enfin, qui sont sans consentement. Voilà. Là où on peut s'en prendre à un partenaire à un autre sans son consentement, sexuellement parlant. Donc là, c'est dans le cadre privé, par exemple. Dans le cadre public, on va demander aux gens, par exemple, de ne pas se balader nus dehors. Voilà, atteinte aux mœurs publiques, etc. Donc, on prend position par rapport à des comportements d'un point de vue semi-moral. Parce qu'en fait, la notion de mœurs est dans les est présente dans les lois, qu'on le veuille ou non. Et les mœurs renvoient à la morale. C'est ça que j'ai fait un live dernièrement où j'ai parlé de morale. J'ai demandé à tout le monde de commencer à réfléchir d'un point de vue moral. La morale, c'est quoi? C'est la science
qui distingue le bien du mal ou le mal du bien ou des comportements, voilà, humains, voilà, qui relèveraient d'une valeur de bien et de mal. Parce que maintenant, on a souvent tendance à parler de lois, mais les lois peuvent évoluer avec la morale, et la morale est intrinsèquement liée aux lois et inversement. À travers les lois, on peut changer les morales d'une société, la morale d'une société, et à travers la morale, on peut changer les lois d'une société. Et inverse, c'est un circuit, en fait, fermé. Donc, c'est pour ça que c'est très complexe, parce que celui qui aura le discours le plus influent d'un point de vue moral, au final, aura le discours le plus influent d'un point de vue légal. Voilà, tout simplement. Si maintenant on est tous convaincus collectivement, je ne sais pas moi, qu'il faut euh, rétablir la peine de mort, voilà, pour prendre un exemple très polémique, je pense que c'est possible que la peine de mort soit rétablie. Voilà, parce qu'il y aura une volonté populaire, il y aura une nouvelle morale communément admise et acceptée, que la peine de mort est à de nouveau légitime au sein de notre société et qu'il faudra la réappliquer à ceux qui la méritent juridiquement parlant, en tout cas. Mais du coup, Si j'ai on une faisait question. si on faisait excusez-moi, je me permets juste une incise sur la Mm. peine de mort, c'est un très bon exemple. Si on faisait Oui. un référendum pour un rétablissement ou non de la peine de mort, on serait très surpris du résultat. Et je pense que la peine de mort, dans l'enquête qui avait été menée, elle serait rétablie, quoi. Mais Oui. du coup, j'ai une question Vas-y, par vas-y. rapport à ça, Régulus, parce que dans les Mhm. pays, moi je suis d'accord avec ça, en retour de la peine de mort, ça me dérange pas du tout. Mais du coup, comment est-ce que t'expliques par exemple que dans plein de pays arabes, la peine de mort, elle continue à s'exercer, etc. Et pourtant, Mhm. bah, le terrorisme, il n'a pas disparu. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, en Irak, si je prends l'exemple de l'Irak, en Irak, il y a la peine de mort. Et pourtant, ça empêche pas ces gens-là bah, de continuer à commettre des crimes, etc. Moi, je pense aussi, tu vois, que en Mhm. fait, la peine de mort, elle serait efficace seulement si la personne en question, elle craint la mort. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, Oui. si tu es face à un islamiste qui, lui, n'a pas peur de la mort, son seul désir, c'est de mourir en martyr. D'ailleurs, on le voit bien, eux-mêmes s'infligent la peine de mort en s'explosant, en faisant des trucs de malades mentaux. Et déjà, comment est-ce que tu veux faire pour essayer de lui faire peur par la peine de mort? Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a pas peur de ça. Il se dit, bon, moi, je vais mourir en martyr, c'est pas grave. Finalement, ça va fonctionner avec certains criminels, mais pas avec d'autres. Parce que si la personne elle a des penchants suicidaires, elle a des penchants bizarres, bah lui il va se dire bon bah tant mieux. Au final, je vais avoir ce que je veux, je vais avoir la peine de mort, je vais avoir le martyr, je vais avoir le je ne sais quoi, tu vois. Je suis d'accord. Oui, oui, c'est vrai que Je vais, oui, je vais vous laisser, mais pas de souci. avant d'y aller, je me souviens une vieille vidéo de Aldostérone. C'était au moment de je ne sais plus quel attentat, et il avait fait une vidéo où il était assez énervé, et il avait dit, croyez-moi, si vous prenez les islamistes prêts à mourir pour leur cause, si vous donnez l'exemple dans un pays occidental que les gens qui font des attentats comme ça et tout, etc., vous les attrapez et vous les cousez, c'est trash hein, ce que je vais dire, hein, vous les cousez dans des carcasses de porc pour les enterrer de manière Hmm. absolument non musulmane, plus personne ne voudra se... T'es obligé de t'adapter. T'es obligé de t'adapter effectivement comment dire, à la Ouais structure ouais, mentale, à la structure mentale et à la perception. La peine de mort, exactement. ou toute peine de prison a une vocation, encore entre guillemets, punitive, mais aussi, je vais pas dire éducative, mais voilà quoi, que les gens qui le comprennent la sanction pour leur acte. Hmm. Donc, Voilà, faut enfin, revenir je sais au pas, niveau de ces c'est- barbares, quoi. Faut revenir à un niveau de barbarie tel que les terreaux le font, quoi. mais Euh, qu'est-ce que tu vas-y. peux faire contre, qu'est-ce que Non, tu je peux sais bien, faire pour, je veux dire, on a une problématique, on a une je t'attaque pas, problématique. hein, je t'attaque pas. Non, mais je sais que tu m'attaques pas. Mais on a une problématique, justement. Il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort. Il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort. Ouais, Ils en ont rien à faire. Ils sont là pour te dire, je viens dans ton pays, je pisse sur tes valeurs, je pisse sur ton histoire. Tu vas faire quoi? Toi, Alors tu, tant, j'ai tant, une tant, meilleure tant que, tant que solution. ça touche pas, tant que ça touche pas tes proches ou ce genre de trucs, etc. Tu, tu regardes ça de loin, mais tu fais quoi face à des Mhm. humains comme ça? On peut faire Bah, quoi? moi, je pense qu'il y a des moyens, justement, déjà, le fait de renforcer les services de renseignement.
d'expulser très loin de la France les éléments qui sont justement dangereux pour la sûreté du pays, etc. Ça serait déjà une bonne solution. Et expulser massivement toute personne qui se dit salafiste, takfiriste ou je ne sais quoi, l'expulser du pays, peut-être voilà, en faire une sorte de paria ou je sais pas, tu vois. Mais parce que voilà, je vois pas comment est-ce que, enfin, je pense que la peine de mort ne réglera pas tout. C'est ça le problème. Oui, Après, on oui, me bien dira sûr. oui, mais ils peuvent quand même venir de l'étranger comme ils l'ont fait le 13 novembre, etc. Ils ont franchi les frontières avec une grande facilité, etc. Donc là, c'est vrai que ça pose quand même des grandes questions au niveau de la sécurité, de la sûreté des frontières, etc. Mais ouais, donc il Il faudrait y a qu'avec une, il renforcer y les a services de qu'avec une renseignement. religion, il y a qu'avec une seule religion que il y a des problèmes de sécurité. Il y a qu'une seule religion qui fait qu'aujourd'hui, quand tu prends l'avion, ça va te prendre 3 ou 4 heures pour faire l'embarquement à cause des contrôles. Il y a qu'une seule religion. Je veux dire, ça fonctionne bien, Schengen, pour les Portugais, les Suédois, les Danois, les Italiens, les Allemands. Ça fonctionne très bien entre nous. Les seuls pour qui il faut avoir une rigueur, une surveillance de tous les instants, ce sont des populations qui sont baignées dans l'islam. Partout sur la planète. Il n'existe aucun pays où l'islam arrive et ne pose pas problème. Il n'y a aucun exemple de pays non musulmans où tu amènes l'islam et tu n'as aucun problème. Là, en Suède, là, il y a pas longtemps, là, il y a eu un rappeur qui s'est fait dessouder en direct sur TikTok ou sur je ne sais quel. Ils connaissaient pas ça, les Suédois, avant d'avoir fait rentrer chez eux en masse des populations issues de pays musulmans. Ils connaissaient pas ça. Évidemment qu'ils avaient des meurtres, qu'ils avaient des viols, qu'ils avaient une délinquance locale, vernaculaire, etc. Évidemment, ils y faisaient face avec leur arsenal juridique. Mais une certaine forme de violence, une certaine forme de délinquance, de viol, de déstabilisation est exclusive aux populations d'origine musulmane. Si les gens pensent que je suis raciste en disant ça, pensent que je suis facho, que je truc, tant pis, c'est pas grave. Restez dans le déni, restez dans le oui, là, les abîmes, le monstre, etc. Et vous verrez ce que ça va donner pour les générations qui vont venir. Mhm. Vas-y, vas-y, Théophile, tu parlais? Je vous Alors moi, remercie. ce que je voulais dire, moi Je je dis au pense Vas-y, revoir. aussi Attends, rapide. que attends, juste, je dis au revoir. Je vous fais à toutes et tous quand même de gros bisous et je Au vous revoir aime toutes et tous. Même et s'il y en a joyeux certains Noël. que j'aime, même s'il y en a certains et certaines que j'aime beaucoup plus que d'autres, évidemment. Mais voilà, enfin, soyez heureux, de belles fêtes de Noël à vous. Pas un bel hiver, hein, pas de joyeuses fêtes de fin d'année, pas de joyeuses fêtes d'hiver, un joyeux Noël. Voilà. Oui, merci Merci à beaucoup. vous. merci, Ciao, merci ciao. Joël Noël. Prends soin de toi. Ciao. Alors Vas-y. moi ce que je dis, moi ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que la seule religion aujourd'hui enfin, pourquoi est-ce que l'islam est la seule religion qui pose problème aujourd'hui? C'est tout simplement parce que en fait, juste après les colonisations, les idéologues musulmans se sont posé la question du pourquoi est-ce que les pays musulmans se sont fait coloniser. Et au lieu d'y voir un retard technologique, un retard d'éducation, etc., ils ont dit quoi? Non, on n'était pas assez musulmans. Pourquoi? Parce que Allah, il nous a promis, si on appliquait bien l'islam, de la victoire sur les non-musulmans, etc. Donc ils ont vu ça comme une sorte de châtiment divin. Ils se sont dit, si Allah, enfin, entre guillemets, si Allah a permis que les musulmans soient colonisés par des non-musulmans, voilà, ce qu'eux considèrent des infidèles, etc., c'est qu'en fait, il faut qu'on revienne vers notre religion. Et là, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, c'est qu'en fait, on a vu apparaître la pire des idéologies, qui est le wahhabisme. Le wahhabisme, je dis pas qu'il explique tout, parce qu'il y avait déjà une souche, de violence dans l'islam, mais le wahhabisme l'a accentué, il l'a aggravé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on a vu se répandre, on a vu justement cette idéologie se répandre dans la majorité des pays musulmans à coups de pétrodollars, à coups d'imams envoyés ci et là, etc. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont renvoyé toute une partie de la jeunesse musulmane à la mentalité de l'âge de pierre.
Donc les mecs se sont dit bon, voilà, ils essayent de tout expliquer par l'islam, de tout expliquer par les hadiths. Ils expliquent leurs problèmes économiques par l'islam, ils expliquent leurs problèmes sociologiques par l'islam, ils expliquent leurs problèmes politiques par l'islam. Ils veulent tout expliquer par l'islam, et justement, ça crée du fanatisme, ça génère du fanatisme. Et c'est pour ça que que l'islam aujourd'hui est la seule religion qui pose problème, parce qu'ils ont raté un virage. Ils ont raté le virage de la modernité. Ils ont raté le virage de, voilà, justement, le virage de l'industrialisation. Ils ont raté énormément de virages. Et aujourd'hui, bah, malheureusement, ils sont dans une impasse. Et cette impasse, bah, en fait, il faut voir dans toute cette violence, à mon sens, il faut y voir une marque de désespoir. En fait, les musulmans sont des grands désespérés. Voilà, ils voient pas la fin de leurs problèmes. Voilà, ils perçoivent pas le bout du tunnel, etc. Donc forcément, ils se mettent à devenir violents. Et du coup, c'est ce qui explique en partie, hein. Je dis pas que c'est la seule explication, mais ça explique en partie pourquoi est-ce que l'islam aujourd'hui pose problème. Ok. En fait, pour revenir sur attends 2 secondes, mais ça, Ouais, ok. je vais filer, je veux pas vous Oui, interrompre, mais en tout cas, Yartek Saha, Régulus, merci de me donner la parole, et puis prudence à vous tous, et merci, et merci. Théophile, merci pour tes interventions vraiment intéressantes. Allez, et joyeux Noël à vous. Merci à toi. Merci. Merci, joyeux Noël. Ciao Pallas. En fait, pour reprendre ce que tu disais, Théophile, moi, ma problématique, elle se situe sur plusieurs couches. Ça veut dire que si on n'analyse pas la situation qu'on est en train de vivre sous plusieurs lorgnettes, sous plusieurs prismes d'analyse, on va avoir une analyse déjà qui est faussée, et on va rater plusieurs thématiques adjacentes et sous-jacentes. En fait, le véritable souci qu'on a, c'est qu'on a pour moi, des lacunes dans les informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'études, pas assez de statistiques, pas assez d'actions sur le terrain, de retours justement suite à ces actions sur le terrain. Et du coup, forcément, on est obligé de se baser sur le peu d'expérience personnelle qu'on a, sur le peu de rapports sénatoriaux qui se font, d'enquêtes journalistiques qui se font, je sais pas, de thèses sociologiques qui sont ultra biaisées, les politiques, eux, pour le coup, ils prennent des mesures et des précautions alors qu'ils ont accès à une somme de database de données qui est impressionnante. C'est juste que forcément, elle est confidentielle, logique. Mais parce que en fonction, les informations, tu peux en faire ce que tu veux. Si t'es malhonnête, tu peux en faire une arme de destruction massive. Donc, je peux comprendre leur réticence à partager ça au grand public. Mais le problème, c'est que nous, de notre côté, en tant que citoyens, quand on veut baser notre réflexion sur des éléments neutres, impartiaux, et pas juste sur du pur sentimental et du pur affectif, on se retrouve complètement démunis. Bon, maintenant, après avoir dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on peut dire quelque chose, c'est qui, pour moi, le véritable problème est avant tout identitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans, que ce soit des musulmans de naissance ou convertis, les deux peuvent se retrouver demain matin à être des fanatiques, à rejoindre des groupuscules terroristes et tragiquement commettre l'irréparable. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette histoire d'origine, oui, lui parce qu'il est d'origine arabe, l'autre parce qu'il est d'origine nord-africaine, l'autre parce qu'il est d'origine africaine, etc., n'a pas de sens pour moi. Parce que c'est pas parce que par exemple le jeune homme qui a assassiné le professeur Samuel Paty était d'origine, je pense, tchétchène. C'est pas pour ça qu'on va se mettre à braquer nos yeux sur l'Europe de l'Est en fait. Et ensuite on va voir l'attentat de Nice, on va braquer nos yeux sur la Tunisie, on va voir l'attentat de Bataclan, on va braquer nos yeux où en fait faut comprendre que prendre en compte le facteur ethnique uniquement et s'attarder dessus, c'est faire le jeu des pires xénophobes et des pires racistes, et c'est aussi avoir une analyse complètement faussée. Je suis désolé. Ceux qui sont de bonne foi comprennent qu'on peut pas juste s'arrêter sur ce facteur précis. Il faut aller bien au-delà de ce facteur-là. C'est vrai que pour moi, les ultra-droites n'ont rien compris à la situation s'ils pensent que juste en virant tous les Arabes ou tous les Africains de France, les choses vont se régler. Voilà, n'oubliez pas que les convertis peuvent être aussi dangereux que les musulmans de naissance. Voilà, parce que c'est l'idéologie qui amène à faire des attentats. C'est pas les gènes ou que sais-je. Faut être honnête. Voilà. Après, l'idéologie, elle s'inscrit aussi dans une éducation qui est accolée à une culture.
Non, et là maintenant, si vous critiquez des éléments culturels, là, on peut s'accorder, on peut débattre sur qu'est-ce qui ne va pas dans certaines cultures. Vas-y, Théophile, vas-y. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, hein. Je veux dire, la criminalité, elle n'est pas apparue avec l'immigration. Si on a instauré, bien avant l'immigration, on avait déjà instauré la peine de mort, on punissait déjà les criminels, etc. C'est que cette criminalité, elle existait déjà. Elle existait au sein de tous les peuples du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Maintenant, mais maintenant, aujourd'hui, ce qui questionne, c'est que, en fait, les motifs de la violence ont changé. Les gens ne commettent plus la violence pour les mêmes raisons. Et c'est ces raisons-là, en fait, qui inquiètent la population française. Parce que, à l'époque, bien avant l'immigration, bien avant justement l'installation de l'islam en France, etc., il y avait des gens qui commettaient des crimes odieux, etc. Mais la nature de cette violence n'était pas la même. Voilà, en fait, l'idéologie ou les raisons pour lesquelles le criminel il agissait n'étaient pas les mêmes. Et aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec des populations issus de pays étrangers qui se mettent à agir au nom de la religion. Et en fait, c'est surtout le fait que ce soit au nom de la religion qui galvanise, qui galvanise justement les partis d'extrême droite, etc. Et parce que justement, ils y voient en fait l'origine d'une nature qui est étrangère à leur population. Tu vois ce que je veux dire? Ils se Mhm. disent en fait, c'est une violence qui a pour origine une idéologie où en fait c'est une violence en fait qui a des raisons qui ne sont pas liées à la France, tu vois, qui ne sont pas liées à la société française, qui sont pas liées voilà, c'est pas des raisons économiques, voilà, c'est pas des raisons psychologiques, c'est vraiment des raisons politiques si tu veux. Ils y voient en fait, ils voient à travers l'acte de violence islamique, ils y voient des raisons politiques qui menacent l'intégrité de leur pays, qui menacent en fait voilà ce qu'ils sont en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça Euh, qu'après ils se mettent à. ouais. Hmm. Oui, vas-y, vas-y. Non, je dis c'est pour ça qu'après malheureusement ils se mettent à stigmatiser certaines populations parce que voilà après forcément ça développe une forme de paranoïa et cette paranoïa elle est compréhensible quelque part parce que finalement on connaît pas les gens, tu vois ce que je veux dire? Voilà, toi tu croises quelqu'un dans la rue, je sais pas, il a un faciès de maghrébin, une barbe, bah tu le connais pas, tu sais pas qui il est, tu connais pas ses intentions, etc. Et c'est ça malheureusement qui va créer justement de la stigmatisation, etc. Mais euh, je pense que cette stigmatisation, comment je pourrais dire? En fait, il faut la comprendre. Tu vois ce que je veux dire, Régulus? Faut pas la criminaliser. Mhm. Moi, je pense qu'il faut la comprendre, il faut la mettre voilà, il faut la remettre dans son contexte, etc. Et tout simplement, j'allais pas dire l'accepter parce que ça sera accepter de l'injustice, mais ouais, au moins la comprendre, tu vois, la pardonner, quoi. Exactement. En fait, moi, j'aimerais revenir sur le pourquoi t'es monté. C'est cette notion de, au final, on joue le même jeu de ceux qu'on dénonce. Et ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé avec certains apostats en privé. Donc, genre, on était en train de débattre, de discuter. Moi, ma position, elle est pour l'instant en suspens, voilà. Parce que d'un côté, je considère que l'islam est une idéologie qui n'est pas française. On est d'accord, c'est une idéologie qui est déjà d'origine de la péninsule arabe, qui s'est étendue donc en Orient, mais qui est surtout une origine, excuse-moi, une idéologie, un système politico-religieux à tendance impérialiste et universaliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que combattre l'islam en France, tout en se restreignant à la géographie et aux frontières françaises, n'a pas de sens, sachant que l'idéologie n'est pas uniquement présente en France, n'a pas pour vocation uniquement s'étendre en France, mais dans le monde entier. Voilà. Je parle de l'islam dans son pendant, dans sa version politique, bien évidemment. Ce qu'on appelle en France l'islamisme. Mais la problématique ici, donc du coup, va se trouver avec le fait de se dire, nous, on considère qu'on a un système de valeurs supérieur à celui des musulmans. Les musulmans considèrent qu'ils ont un système de valeurs supérieur au nôtre, et donc chacun, au nom de la pensée euh, absolue qu'on est les meilleurs, va vouloir montrer à l'autre qu'il a tort et que nous avons raison. Mais au final, est-ce qu'on peut vraiment sortir de ça? Parce que sinon, on va rentrer dans un relativisme. Si par exemple, je te dis, toi et moi, on a en même temps raison sur un sujet
où l'un des deux a forcément tort et l'autre a forcément raison au final. On peut pas tous les deux avoir raison sur tout. C'est pas possible. Il y a des sujets où si on aborde des postures opposées, forcément l'un des deux aura tort et l'autre aura raison. Exemple, toi tu me dis il est 13h14, moi je te dis il est 13h13. C'est moi qui aurai raison parce que c'est la montre qui tranchera entre nous. Oui, mais tout Tu commences- dépend, tout dépend au moment où tu l'as dit. Si Voilà, la personne te dit, c'est ça. si la personne le dit à 13h13, elle avait raison. Si Bon, toi, tu le dis à 13h14, t'as c'est ça. raison. Bon, mauvais exemple. C'est vrai, parce qu'au final, tout dépend du référentiel temporel. Par exemple, si moi je te dis, il y a eu une éclipse à tel moment, et qu'on a voilà figé l'éclipse, qu'on sait de quoi on parle, de quelle date, quelle heure et à partir de quand on a pu l'observer, là c'est l'un des deux qui aura raison, si l'autre a une position radicalement différente de l'autre. Et c'est pour ça que je te dis, il y a des sujets qui relèvent du goût. Tu vois, c'est un goût. Ah, toi, tu me dis, je préfère la vanille, moi, je te dis, je préfère le chocolat. Ça relève du goût. Donc, c'est purement subjectif. Et il y a d'autres sujets qui relèvent de l'objectivité. Et l'objectivité, en rattachant l'objectivité au domaine scientifique. Pourquoi? Parce que la science, elle, donc, se prétend être au-delà des passions, des aspirations, des envies du chercheur. Et souvent, le chercheur en laboratoire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de minimiser ses biais lorsqu'il réalise ses expériences et lorsqu'il ensuite les interprète les résultats. Et je vais finir, je vais te laisser répondre. Et par conséquent, moi, ce que je me dis, c'est que c'est logique en fait. Si, par exemple, en France, je veux combattre l'islamisation à travers le port du voile, je suis censé techniquement, si j'ai une vision universaliste, je suis censé dire que le voile est mauvais partout, même dans les pays musulmans. Donc, du coup, moi je comprends les gens qui se disent, faudrait que voilà, mon combat dépasse les frontières françaises. Voilà, même si les pays musulmans, eux, ne sont pas concernés par le cadre laïque encore, entre guillemets, parce qu'ils pourraient l'être en soi. Mhm. Pour l'instant, ils ne le sont pas, c'est vrai. Mais je comprends aussi ta position, de dire qu'au final, on est en train de vouloir leur imposer un cadre qu'ils n'ont pas au nom de nos propres idéaux. Donc, en fait, c'est un débat qui a lieu d'être, en vérité. Est-ce que, au nom d'un idéal qu'on considère être le meilleur, on peut se permettre de tout imposer? Voilà, tout simplement. En fait, c'est une position politique qu'il faut assumer. Je considère que mes valeurs sont les meilleures, qu'ils doivent s'universaliser, que ce soit les humanistes, que ce soit les démocrates, que ce soit les laïcs, que ce soit les islamistes, que ce soit les... T'as compris ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Je J'ai fait comprends. un Mais en monologue, fait, mais c'est parce que il ma n'y a pas de pensée, souci, non, elle est profonde. il y a pas de Vas-y, je t'écoute. problème. Il n'y a pas de problème, mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en fait, la source entre guillemets, hein, je dis pas que l'universalisme est nécessairement un fascisme, mais le fascisme utilise l'universalisme pour justifier justement de sa véracité, etc. Tous les systèmes fascistes se sont tous prétendus universalistes. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'une personne qui décide, en fait, si une personne, disons, en fait, si une personne use de sa liberté pour nier la liberté, est-ce qu'elle est vraiment libre ou pas? C'est ça la question. Bah, certains te diront que oui, puisqu'elle a décidé par elle-même, par un acte, elle a choisi. Donc le choix est une forme de liberté. C'est ça en fait. La liberté, c'est une capacité de choisir entre plusieurs propositions, voilà, c'est ça. Et du coup, si une personne, elle te dit, moi, je décide de refuser d'être libre. Est-ce qu'elle est vraiment libre? Bah, la question, elle est un peu complexe, tu vois. C'est comme une fois, je me posais la question, je me disais, admettons que demain, par voie démocratique, on propose à la population, disons française, d'abolir la démocratie. S'ils votaient oui pour l'abolition de la démocratie, est-ce que le vote en lui-même, est-ce qu'on peut dire qu'il est démocratique? Bah, en fait, ça amènerait une forme de contradiction. Parce qu'ils sont pour l'abolition de la démocratie, mais ils utilisent la démocratie pour justement la nier, quelque chose comme ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et ben en fait, il faut accepter que certaines personnes puissent avoir une conception de la liberté qui est totalement différente. Il y a des personnes, voilà, qui te disent, moi, je veux vivre comme ça, je l'ai décidé de mon plein gré. Et il y a d'autres personnes, malheureusement, qui subissent cette définition de la liberté qui est, bah voilà, qui est, selon notre définition, qui est fasciste, qui est, voilà.
totalitaire, etc. Et c'est ça, ça veut dire que moi, je pense tout simplement qu'il faut libérer les gens qui veulent devenir libres et, et micro à couper, et accepter que les personnes qui ne veulent pas être libres puissent rester dans la condition dans laquelle ils sont. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Régulus? Je pense que Ah, bien sûr. c'est mal d'imposer c'est mal d'imposer la liberté à une personne qui n'en veut pas. Alors, Hmm. pour te Vas-y, rejoindre là-dessus, si je peux me permettre, j'ai un peu de temps là, j'ai un quart d'heure, après c'est fini. vas-y. Ce qu'on a pu observer, c'est lorsqu'on veut imposer un système de pensée à une population ou à une personne, ça ne fonctionne jamais. Ça n'a jamais fonctionné. On a voulu imposer la démocratie en Irak, on a voulu imposer toutes sortes de systèmes dans toutes sortes de pays. On a voulu également reprogrammer des humains à l'échelle individuelle par des régimes communistes type Khmer Rouge, non pas les Khmer Rouges, au Cambodge, Pol Pot. Bref, c'était là pour le coup dans la véritable extrême gauche pur jus. Ça ne fonctionne pas. Une évolution en termes de pensée idéologique, de principe ou de morale ou d'éthique, ce qu'on veut, ne peut se faire que de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Après, on peut influencer, mais il faut y aller en douceur. C'est-à-dire que en diffusant des idées, en s'exprimant, et ça va rejoindre peut-être Régulus le sujet que tu abordes dans ce live, à savoir est-ce que la critique de l'islam est utile ou autre. Effectivement, elle est plus qu'utile, elle est nécessaire parce que en s'exprimant que les idées se diffusent. Et attention à ce que je dis là, parce que de l'autre côté, l'expression des idées, même les plus nauséabondes, se diffuse également par le fait qu'elles ont le droit de le faire. Voilà. Mais je suis pour la liberté totale d'expression, donc je ne suis pas contre l'interdiction même de la diffusion des idées nauséabondes. Oui, on peut le voir par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des groupes de skinheads néo-nazis qui sortent des drapeaux, voilà, vous avez compris, hein, et qui pourtant, voilà. Après, bon, je dis pas qu'il faut qu'en France ça soit la même chose parce qu'il faut respecter l'histoire des pays, il faut respecter les mœurs, et justement parce que ça dépend aussi de ça, tu vois. Aux En États-Unis, fait, la vas-y. population, oui. Non, vas-y, Hein? vas-y. Non, c'est juste que là, il faudrait pour le coup faire de la philosophie politique et de la philosophie morale. Mais bon, vas-y, continue. Après, je vais Non, ce que je introduire. disais, c'est quoi? En fait, je disais que oui, c'est-à-dire que la liberté d'expression, elle dépend, comme tu le dis, Régulus, aussi de mœurs. C'est-à-dire que par exemple, aux États-Unis, un nazi, disons, qui va dire des choses atroces en public, ça va choquer personne, parce que les gens, ils se sont accoutumés à ça. Voilà, bon, voilà, ils vont le voir un peu comme une sorte d'ovni, etc., mais ça va pas aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, en France, c'est une histoire qui est toute particulière, tu vois. La France a une histoire particulière. Il y a certains événements qui se sont produits en France qui se sont peut-être pas produits aux États-Unis. Donc forcément, la population, elle sera jamais prête à accepter cette expression-là de la liberté, tu vois. Et ça, faut le prendre en considération. C'est pour ça que Exact. moi, quand par exemple tout à l'heure, Aposta Kafir, il disait ouais, moi en Iran, etc. Moi, je pense il faut avoir une attitude plus modeste, plus humble. Faut pas arriver et dire ouais, je vais venir, je vais vous imposer, je vais. Bon, attention, je suis pas en train de dire que voilà, mais je suis pas en train d'accuser Aposta Kafir, ça serait lâche parce qu'en plus il est pas là, mais pour se défendre. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu peux pas arriver dans un pays donné qui a une histoire particulière, qui a une population voilà particulière aussi, parce que voilà, les gens ne pensent pas forcément comme en France, etc. Et vouloir enfin leur imposer tes schémas, tes catégories, en leur disant voilà, vous allez être libre selon ma définition de la liberté. Et comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, Régulus, c'est dangereux même. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça peut créer des réactions comme on l'a vu par exemple, comme l'a dit tout à l'heure, je sais pas, je vois pas le pseudo, mais Schopenhauer, disons, voilà, ben, par exemple en Irak. En Irak, on a voulu soi-disant imposer la démocratie, même si bon, je soupçonne quand même l'État américain d'avoir eu d'autres ambitions que celle de vouloir imposer la démocratie, mais ça a créé des réactions, une résurgence du terrorisme, etc., etc. Parce qu'on n'a pas respecté
les mœurs de la population, on n'a pas respecté l'histoire du pays en question, on n'a pas respecté tout ça. Et il faut savoir aussi qu'en Europe, le processus bah, de, de démocratisation ou voilà, le processus libertaire, disons, il a pris du temps à s'installer. Il a pris du temps et il a fallu aussi de la violence. Je le rappelle. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Les révolutions françaises, ça n'a pas été on jette des tracts comme ça en pleine rue et les gens ont adhéré tout de suite. Non, non. Là, il y a eu des réactions, il y a eu des rejets, il y a eu une résistance à ces idées-là. Et malheureusement, ça a mal fini parce que voilà, il a fallu faire la guerre justement pour imposer. Donc maintenant, est-ce que finalement, voilà, moi je sais pas, hein, je suis pas politologue, je suis pas historien, mais je pense que voilà, j'ai envie d'aller rentrer en guerre. Voilà, ça serait quand même contradictoire de vouloir rendre des gens libres en les massacrant ou en leur faisant du mal, en leur faisant la guerre. C'est contradictoire, tu vois ce que je veux dire? Mhm, mhm. Vas-y, Anthropos, tu C'est- veux parler? Non, moi, c'est simplement par rapport à la France. Je réfléchis plus à la France. Je m'intéresse beaucoup plus à la France et à l'Europe qu'aux autres pays finalement, parce que j'ai pris en considération ce phénomène que on peut pas imposer un système de pensée. C'est à une autre culture, un autre peuple. Voilà, ça fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, et c'est très bien parce que une prise de conscience, euh, une un cheminement, c'est long, comme l'a dit, je ne sais pas qui, moi non plus, mais il faut du temps. Et la brutalité n'a jamais fonctionné lorsqu'on veut faire évoluer une pensée ou l'influencer. Après, ce qui est bien, voilà, Alors, c'est on s'influence, et ça, c'est pas mal. On est à une époque où il y a Internet, il y a beaucoup de réseaux, les mhm. idées, elles se diffusent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, universalistes ou pas. Moi, je me porte en universaliste, toujours. J'ai aucune vision communautaire, je n'y arrive pas. Je suis métissé kabyle et maghrébin dit arabe. Mes parents ne parlent pas la même langue, donc je suis un entre-deux. Et j'ai grandi en France une grande partie de ma vie, ce qui fait que j'ai un système de pensée hyper métissé. Ce qui fait que donc je pense pas le monde en communauté ou en tribu ou autre. Hein. Mais je remarque qu'effectivement, on ne doit pas imposer, même si on pense ou qu'on a la certitude ou que c'est vrai qu'on a des meilleures idées que le voisin. Euh, Lui imposer ses idées n'est pas bon. Par contre, les diffuser, oui, c'est bien. Et les diffuser par l'exemple, c'est encore mieux. Par l'exemple, une exemplarité de comportement, une exemplarité de fonctionnement, plutôt que de dire il faut. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, alors là, j'aimerais juste réagir à ce que tu viens de dire. Et là, c'est vrai que, bon, faut prendre ce que je veux dire avec des pincettes, mais là, il y a un paradoxe qui est immense. C'est quoi? C'est qu'en fait, en fait, en fait, c'est triste à dire, mais en fait, malheureusement, quand on fait usage de la violence, bah, parfois ça fonctionne. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la France. Les révolutionnaires français ont réussi par des moyens qui contredisent leurs propres valeurs. C'est-à-dire que eux, ils ont dit, voilà, on va rendre l'homme libre, mais pour le rendre libre, on va le forcer à le devenir. C'est comme la phrase de Saint-Just, je crois, il disait, pas de liberté aux ennemis de la liberté ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est un paradoxe, hein. Mais en fait, malheureusement, dans certains cas, imposé par la force, ça fonctionne. On l'a vu en Europe. Tout ça, ça s'est imposé par la force. Et après, les gens, bah, comme ils sont nés dans un système justement qui leur a inculqué ces valeurs-là, ils le sont devenus naturellement. Mais même l'islam, par exemple, si on prend le cas de l'islam, l'islam s'est imposé par la violence. De partout où elle s'est répandue, c'est majoritairement imposé par la violence, sauf dans certaines régions, l'Indonésie, etc., où là-bas ça s'est fait par le commerce. Mais en fait, parfois ça fonctionne, malheureusement. Et voilà, ça serait un peu triste de dire qu'il faut à chaque fois faire usage de la violence pour convaincre les gens. Déjà, c'est un propos qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais dans certains autres cas aussi, ça fonctionne pas. Quand par exemple le communisme. Le communisme, ça s'est répandu par la violence et ensuite ça s'est effondré. Peut-être parce que voilà, les mœurs de la Russie ne s'y prêtaient pas. Peut-être qu'il y a eu une forme de prise de conscience, je sais pas. Mais voilà. Mais c'est comment est-ce que toi tu vois comment est-ce que tu vois justement cette réussite de comment est-ce que tu vois en fait entre guillemets ces bons effets de la violence? Comment est-ce que toi tu les expliques? Euh,
Je suis pas persuadé que ce soit la violence qui ait fait fonctionner les idéaux libertaires. Je pense, là, on parle d'une révolution politique intérieure. Ça s'est passé entre Français, on va dire. Euh, je sais pas. Là, je sais pas. Pour la Révolution française, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait quand même une grande partie de la société qui était pour, qu'il y avait les Chouans et les Girondins, la partie bordelaise qui était plutôt pro-monarchie, schématiquement. Ouais, c'était une guerre civile. Après, en fait, je suis pas sûr que ce que tu dis, ça soit si vrai, parce que tu avais dit qu'il a fallu que Oui, bien sûr. la société française ne s'est pas faite en un jour, il a fallu plein d'évolutions au cours des siècles, depuis 1789, et que l'état des choses actuel, il a mis 200 ans à se mettre en place. Ouais, moi je pense que c'est ça. Ouais. Euh, Peut-être que là, actuellement, au XXIe siècle, c'est plus difficile. Peut-être, je sais pas. Franchement, là, je peux pas te dire. Moi, ce que je vois, c'est que la fin du XXe et le XXIe siècle, à chaque fois qu'une nation a voulu imposer son système à une autre, ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Même les Français, même les Européens qui sont rentrés en tant que colons euh, dans des pays africains, asiatiques et autres, n'ont pas réussi non plus. Donc bon, j'ai l'impression que ça marche pas. Hmm. Même au cours de l'histoire et des siècles, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. C'est l'idée que j'ai. La culture, elle est ancrée et quand la culture se confond aux croyances, c'est encore plus ancré en l'humain. Et on a beau, mais même les juifs d'ailleurs, hein, les juifs qui ont fait les maranes, c'est-à-dire qui ont faussement joué les chrétiens, qui ont faussement joué aux musulmans, même eux, on n'a pas réussi à les faire switcher. Hein. Ils sont restés juifs et une fois qu'ils ont reconquis leur liberté, ils sont revenus à pratiquer leur religion au grand jour sans crainte, sans rien. Donc voilà, moi je pense que toute révolution idéologique se fait de l'intérieur au niveau individuel comme au niveau Ah, communautaire ou voilà ou commun. alors, moi, tu vois, j'aurais tendance à expliquer justement en fait, le fait d'être persuadé par certaines valeurs, ça dépend aussi d'un conditionnement, d'une éducation, du pays dans lequel tu as vécu. Mais en fait, c'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que par exemple, il y a certaines personnes, tu vois, qui naissent en Afghanistan, en plein milieu d'un régime taliban, et qui pourtant aspirent aux mêmes valeurs qu'en Occident. Tu vois, donc là, en fait, dire que ça dépend uniquement du conditionnement, etc., c'est pas totalement vrai. D'ailleurs, il y a plein de gens qui vivent voilà, je sais pas, dans des régions du monde qui sont complètement différentes, etc. Et pourtant, ces personnes-là, elles aspirent aux mêmes valeurs, tu vois, alors qu'elles vivent à l'autre bout du monde. Après, est-ce que c'est par influence? Est-ce que c'est justement, à cause d'Internet, etc. Je pourrais pas l'expliquer, mais tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai il y a une influence, tu vois, de la culture occidentale dans ces pays aussi. Parce que souvent, on dit oui, euh, on dit que ça fonctionne pas, que l'islam résiste totalement à la liberté, etc. C'est pas totalement vrai, hein. Dans certains pays musulmans, voilà, il y a des femmes qui sortent sans voile et ça choque personne. Au Maroc, par exemple, en Algérie, tu vois, le voile n'est pas obligatoire dans la rue, etc. Donc il y a quand même une progression, tu vois. Voilà, bon, mais, euh, mais c'est quand même difficile à expliquer parce que c'est vrai que euh, la Révolution française, par exemple, elle s'est imposée par la violence. Les gens ont accepté les droits de l'homme par l'intermédiaire de la violence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué. Ensuite, Napoléon, il allait combattre toutes les monarchies pour les faire tomber, etc. Et les soumettre au régime républicain. Donc voilà, c'est compliqué quand même. Des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Je suis désolé si j'ai un peu trop été confus, mais voilà. Non, 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 pas du tout. Je pense qu'il est occupé, donc je vais reprendre la conversation. En fait, bon, parce que le débat sur la violence mériterait un live en lui-même, mais j'ai pas envie de m'embarquer dedans, mais Mm.
Mais pour moi, ce débat-là est crucial parce que plusieurs idéologies, que ce soit les communistes, que ce soit certains identitaires, en tout cas même les islamistes, enfin, que ce soit des idéologies religieuses ou politiques, en dehors du cadre français, euh, réclament la légitimité de la violence pour combattre un tyran ou un régime oppressif. Exemple, juste pour ça va faire plaisir à nos amis décoloniaux, mais si on revient un siècle en arrière, la plupart des colonies ont été justement décolonisées à travers des guerres. Voilà, si on prend l'histoire de l'Afrique en général, donc il y a eu des guerres de décolonisation. C'est-à-dire qu'il y a des indigènes qui se sont dit stop au régime colonial oppressif et tyrannique, qui nous soumet à un régime de sous-humains ou de sous-citoyens, pour être moins dur. Donc du coup, on doit s'organiser en milice, en faire des guérillas et s'en sortir par la violence. Donc oui, la violence est un moyen politique d'arriver à ses fins. Maintenant, c'est pour ça que moi j'aime bien parler de morale parce qu'au final, euh, on peut lire des centaines de livres sur l'histoire et sur la politique oui, sur la sociologie des humains et comprendre comment la violence a joué un rôle dans la construction des comportements humains qu'on a hérités jusqu'à maintenant de nos ancêtres et dans le façonnement des différentes structures de pouvoir et des régimes qu'on connaît aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que maintenant on est comme ça, on a développé une sorte de crainte ou de peur de tout régime autoritaire. Je parle même pas des régimes totalitaires, on n'en est même pas là, juste autoritaire, juste le fait qu'un un gouvernement ou on va dire un élu du pouvoir puisse être un tant soit peu autoritaire, ça commence à faire peur aux gens. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la notion de liberté a été durement acquise, a été acquise au prix de pertes humaines considérables. Donc je peux comprendre la réticence de beaucoup à considérer l'outil de la violence comme étant légitime. Malheureusement, d'un point de vue anthropologique, il l'est. C'est-à-dire que les humains n'en sont jamais privés, ou très rarement. Bien sûr qu'il y a il y a eu des révolutions pacifiques, je dis pas l'inverse. Donc, je vais quand même dire rarement ou marginalement, eu des groupes, des organisations humaines qui ont tenté de changer les choses de par des manifestations, par des appels par des conférences, des congrès, etc. Des appels à rejoindre des associations pour changer l'état voilà d'oppression qu'ils subissaient, de ségrégation, de discrimination qu'ils subissaient. C'est comme en Afrique n'importe quoi, en Amérique du Nord, avec la ségrégation des populations afro-américaines par le gouvernement. Et donc il y a eu Martin Luther King, etc., qui lui voulait changer les choses par la voie pacifique, contrairement à Malcolm X qui était plus vindicatif et radical, par exemple. Donc c'est intéressant comme sujet. Mais moi, j'aimerais vraiment revenir sur autre chose, c'est sur cette notion de philosophie politique, voire philosophie morale, sur la notion même de liberté, d'expression, de critique, etc. Parce que toi, t'as cité pas de liberté aux ennemis de la liberté. Moi, ça me rappelle aussi, je pense, que c'était Voltaire qui disait, ou c'était Voltaire ou Rousseau, l'un des deux. Je me rappelle plus exactement, qui disait pas de tolérance envers les intolérants dans son traité pour la tolérance. Rappelez-moi qui a écrit le traité de la tolérance, sinon je vais faire ma petite recherche. En tout cas, je l'avais lu, ça m'avait marqué pour le coup. Parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a des limites à tout, en fait. Il y a des limites à la tolérance, il y a des limites à la liberté, il y a des limites à toutes les bonnes choses. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que puisque tout a une limite, qui place la limite, quand placer la limite, et pour qui placer cette limite, et comment la placer, où, du coup. Et c'est ce genre de débat qu'on doit avoir en vérité. Parce que en vérité, on peut pas tout autoriser. C'est impossible. Même aux États-Unis, qui est le système le plus libertaire d'un point de vue de la prise de parole, censurent. Ils sont très puritains vis-à-vis de certaines choses aux États-Unis. Voilà. Donc, faut pas croire que les États-Unis, c'est one again, tu peux tout faire comme ça, tu viens, tu fais n'importe quoi. C'est pas vrai. Ils sont peut-être un peu plus ouverts qu'en France, d'un point de vue de la prise de parole et d'expression, mais c'est pas non plus à Oui, mais l'absolue liberté d'expression. C'est pas du tout vrai. Ça, faut pas mentir non plus. En non, croyant, je dis pas, non, non, c'est pas je ça, parle pas de Régulus. toi.
Je parle pas de toi, mais en général, les gens surexagèrent la liberté à l'américaine. Voilà, les Américains sur certains sujets sont bien plus voilà restrictifs que les Latins. Les Français, faut pas oublier que les Anglo-Saxons et les Latins, donc les pays latins, ont une histoire complètement différente. Voilà, et ça s'explique aussi par leur histoire civilisationnelle qui est liée à la religion chrétienne, parce que les Anglo-Saxons, eux, c'est plus des protestants. Et l'Europe de l'Ouest, c'est plus des catholiques. Voilà, ça faut aussi comprendre les choses comme ça. Et juste j'introduis quelque chose qui va t'intéresser. T'es chrétien, Théophile, c'est ça? Ah, moi, je suis orthodoxe. Ok, mais t'es chrétien quand même. Ah ouais, je suis chrétien, ouais. Ok, Orthodoxe. j'aime bien que tu le reprécises deux fois de suite. Ok, pas de souci. Oui, oui, mais quand je dis t'es chrétien, c'est parce que pour toi, quand même, le Nouveau Testament, la Bible, ça reste une référence pour tous les chrétiens, quel que soit Absolument. le courant. Et, Absolument. et dans le Nouveau Testament, il y a Matthieu, chapitre 16, verset 6, qui cite, Mhm. pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et tu sais, cette notion de se retirer, d'être dans le retrait, de prier, c'est quelque chose que, islamiquement parlant, les gens ne comprennent pas forcément. En islam, tu pries où tu veux, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Si tu te retrouves dans la rue et qu'il faut le faire, tu dois le faire. Là, je parle des plus, des plus radicaux, des plus intégristes, qui te disent quand c'est l'heure, faut pas rater la prière. Et si je rate la Mhm. prière, Dieu va pas aimer, c'est un péché. Donc, voilà, et si je dois prier à haute voix, je prie à haute voix. Alors que j'ai l'impression que dans la chrétienté, il y a ce recul de faire les choses en privé, de se restreindre, de se retenir, de pas forcément dévoiler sa foi à tout le monde. Donc c'est des conceptions Mhm. de la foi qui sont totalement différentes et c'est ce qui choque aussi les Français. Parce que les Français, même Alors, s'ils sont athées, ils sont juste, je finis avec cette phrase, même s'ils sont athées, mhm. ils sont de culture chrétienne, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Alors, alors, ah bon, il y aurait plusieurs choses à dire sur ça. C'est Je vrai que sais, j'ai dans beaucoup l'évangile de parlé. Matthieu, non, 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 il n'y a pas de souci, non, mais t'as raison, mais en fait, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est vrai que dans Matthieu, voilà, Jésus il dit quand tu veux prier le Père, etc., retire-toi, prie ton Père dans le secret. Mais en fait, c'est vrai que dans la religion chrétienne, il y a aussi bah, justement la messe tous les dimanches, etc., qui peut être une forme, entre guillemets, d'ostentation. Voilà, il y a les cloches qui Après, c'est un sonnent, lieu etc. fermé, la messe, c'est Voilà, un c'est lieu un lieu fermé. fermé. Oui, voilà, voilà. Attends, je sais pas de faire un parallèle entre l'islam et la chrétienté, pas du tout, parce que c'est deux religions qui sont différentes, qui n'ont pas la même théologie, qui s'inscrivent pas dans l'histoire de la même façon, etc. Donc c'est complet. Voilà. Après, il peut y avoir certaines similitudes, etc. sur certains points donnés, parce que l'islam s'inspire du christianisme en partie, pas que du christianisme, du judaïsme majoritairement, et un peu du christianisme, un peu de voilà de tradition arabe par-ci par-là. Mais oui, après c'est vrai que moi je pense surtout que le fait d'avoir, en fait, le fait d'avoir, comment je pourrais dire, d'avoir rejeté la religion dans le domaine du privé, en fait, c'est des valeurs qui viennent de la laïcité profondément. Parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, en Europe, c'était pas comme ça. La religion, par nature, elle est quand même ostentatoire. Je dis pas que c'est vrai que dans l'islam, il y a, il y a une ostentation qui est particulière, qui a pas la même expression que dans le christianisme, mais dans le christianisme aussi, par exemple, le fait d'ériger une cathédrale, une grande cathédrale en plein milieu d'une ville, par exemple, si on prend le cas de la cathédrale Notre-Dame de Paris, etc., c'est une forme d'ostentation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, de construire une église, c'est une forme d'ostentation. De faire sonner des cloches, c'est une forme d'ostentation. Et à une époque donnée, il y avait des sœurs qui se baladaient dans les rues, des prêtres, etc., qu'aujourd'hui on ne voit plus. Euh, voilà, tu vois ce que je veux dire, Régulus. Mais après, je pense que ce qui choque le plus en ce qui concerne l'ostentation islamique, c'est qu'en fait, elle est d'expression étrangère. Elle est, voilà, elle s'inscrit pas dans l'histoire du pays, elle s'inscrit pas dans l'histoire de, voilà, de la France. Elle est pas issue de la culture européenne. Tu vois, je pense que c'est aussi ça qui choque et le fait aussi que beaucoup de musulmans, malheureusement, ne respectent pas la loi. C'est ça aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un affront qui est fait, qui est voilà, un affront vis-à-vis de la loi que les gens ne supportent pas. On l'a vu même sur YouTube, il y a certains qui barrent des rues entières, tu vois, pour justement faire leur prière de Salat al-Jumu'ah, etc. C'est impensable. Tu vois, un chrétien, il n'aurait pas l'idée de se dire, bon, je vais aller bloquer une rue
pour faire ma prière du vendredi. Alors peut-être qu'il y a une femme qui est enceinte, je sais pas, peut-être qu'il y a une ambulance qui va passer par là, peut-être qu'il y a une personne, tu vois ce que je veux dire ou pas, Régulus? C'est ça en fait, c'est cette Oui, incivilité qui bien sûr, choque. Tu vois, bien c'est sûr. pas le principe de l'ostentation religieuse en tant que tel. Tu vois, moi par exemple, bon, je suis Mais patriarcal. l'ostentation religieuse est souvent, t'as compris, est souvent un civique, j'ai envie de te dire. Par exemple, quelqu'un qui va faire sa prière dans des souterrains de métro, tu vois, en plein milieu de la rue, etc. Ça relève de l'incivilité, ça, pour le coup. Oui, 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 je suis d'accord, ça relève de l'incivilité. Maintenant, ça relève de l'incivilité, je suis d'accord parce que c'est contraire à la loi. Tu Après, on vois, et la considère, loi, oui, 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 voilà, c'est c'est ça. ça. Bah, la civilité est encadrée par la loi, mais la notion d'ostentation, par exemple, tu l'as rattaché au fait de construire des cathédrales et des églises. Ben, Mhm. à part certaines personnes qui voudraient vraiment que l'islam n'ait aucune expression visible en France, moi, je considère pas que construire une mosquée, c'est une ostentation. Faut pas non plus Oui, mais exagérer. regarde, je te donne un exemple Régulus qui Voilà. va bien illustrer. Regarde, je te donne un simple exemple. On l'a vu avec la querelle, la fameuse querelle des minarets. T'en souviens, il y avait, comment il s'appelle, Mhm. Tariq Ramadan face à Oscar Freisinger sur la RTBF, etc. Et t'avais un frériste musulman qui militait justement pour la construction de minarets en Europe. Et on a un autre, Oscar Freisinger, qui est suisse, qui a dit non, 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 il faut surtout pas construire des minarets en Europe parce que justement ça rentre pas dans la ça, en fait ça respecte pas la géographie des lieux, ça respecte pas l'architecture, ça respecte rien en fait. Et c'est l'expression en plus de ça, c'est l'expression d'une religion qui n'est pas alors que tu vois, alors qu'en Suisse, il y a plein de grands clochers, etc. Et en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, effectivement, en fait, ce qu'on acceptera pour le christianisme, on le refusera pour l'islam. Pourquoi? Parce que le christianisme, il a quand même cette légitimité qui est d'avoir en partie, en grande partie, façonner l'Europe. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. ça. Tu vois, on refusera jamais la construction d'un grand clocher en Europe, pourtant on refusera toujours la construction d'un grand minaret. Parce que tout simplement, et ça je pense que les politiques peinent à le dire, parce que voilà, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas ils peinent à le dire, c'est qu'en réalité, on peut pas mettre sur un même plan le christianisme et l'islam. Parce que l'islam est une religion étrangère à la France, alors que le christianisme est une religion pardon, qui est bon, après certains diront oui mais non, c'est une religion qui est apparue en Orient, donc elle n'était pas forcément si légitime que ça. Tu vois, certains vont essayer de jouer sur ça en disant oui mais le christianisme vient aussi d'Orient quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Pour bien essayer de sûr. légitimer, voilà, ils vont dire ça, etc. Le problème, c'est quoi? C'est que même s'il vient d'Orient, il est venu d'Orient il y a très longtemps, et au moment où il est venu en Europe, il est venu par la pleine volonté du peuple qui l'a accepté, même si c'est vrai qu'il y a eu quand même des guerres par-ci par-là. Certains rois chrétiens ont imposé le christianisme par la force, ce qui est vrai aussi, faut pas le nier. Mais voilà, il y a quand même cette légitimité historique voilà, qui s'est faite, tu vois. Ce qui n'est pas le cas de l'islam, malgré tout. Donc voilà. Après, c'est vrai que voilà, sur les incivilités, moi, tu vois, je pense que il y a une forme d'hypocrisie au sein de l'État français, tu vois. Parce qu'en fait, on essaye de mettre toutes les religions à égalité, alors qu'on sait tacitement que toutes les religions ne sont pas à égalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Régulus? En fait, c'est pas une hypocrisie, c'est juste que l'État essaie de respecter son principe de laïcité. Et la laïcité est censée être neutre envers toutes les religions. C'est-à-dire que si on permet aux chrétiens de construire une cathédrale ou une église ou une chapelle, ben on est censé permettre la construction de mosquées pour les musulmans. C'est ça, c'est tout. Et Ouais, après, mais est-ce que c'est oui, pas un problème quelque part? Parce que la laïcité, elle permet aussi aux musulmans de jouer sur cet égalitarisme, de dire voilà, vous nous devez ce que vous devez aux chrétiens et aux juifs, entre guillemets. Et du coup, c'est ça qui est paradoxal. C'est que d'un côté, l'islam combat la laïcité, et d'un autre côté, l'islam se sert de la laïcité pour revendiquer un égalitarisme religieux et vouloir construire des mosquées, etc., etc. Donc comment est-ce mais que c'est toi, ça. hmm. Mais Ouais, après, mais comment tu fais là? on peut pas ouais, je vais aller en deux phases. Parce que je vais aller sur la paradoxalité des islamistes ou juste de musulmans qui sont sincères et qui veulent juste pratiquer leur foi dans une structure qui est confortable. Parce que forcément, t'as envie de faire ça à tête Jumu'ah, tu vas pas le faire dans une prairie dehors
à moins 10 degrés, franchement, oui. C'est beaucoup mieux d'avoir quand même une mosquée. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, les musulmans, en fait, ils composent avec les moyens du bord. Ça veut dire quoi? Ils sont dans un pays, ils sont dans al-kufr, que j'ai envie de te dire. Pas al-harb, faut pas Dar déconner non al-Kufr. plus. On n'est pas, c'est ça, je commence à fatiguer. Dar al-kufr, on n'est pas non plus avec, en dar al-harb, on n'est pas en guerre. Mais en plus de dar al-kufr, on est dans dar al-sulh. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les musulmans ont accepté quelque part. Les pays musulmans ont fait des pactes avec des pays non musulmans, notamment la France, comme l'Algérie et la France, comme le Maroc et la France, etc., etc. Et donc du coup, techniquement, on est en paix avec eux temporairement jusqu'à ce que le djihad se proclame. Mais par conséquent, les musulmans, donc techniquement, théoriquement, aux yeux de certains savants, ont le droit de vivre en France tant qu'ils ont quoi? La capacité de revendiquer leur foi. Notamment des gens comme Elbani et tout te disent, oui, tant qu'on t'empêche pas de revendiquer ta foi ou de manifester ta foi, ça passe. Et après, Elbani, il a restreint ça par l'adoration. En gros, tant que tu peux revendiquer ta capacité à adorer Allah à travers les prières, le jeûne, etc., ça passe. Ah, t'es pas obligé non Ou plus de après, revendiquer le fait d'avoir une banque islamique en France ou le fait de oui, mais pouvoir. Régulus, Voilà. Oui. Régulus, Albani, il a aussi dit que la France c'était Umul Khaba'is. Pour traduire en français, c'est la mère de la perversité. Et il a dit aux musulmans, donc de par la manière dont il qualifie la France, ça, justement, en fait, il demande aux musulmans de faire la hijra, quelque part. Parce que tu peux pas dire que la France est la mère de la perversité et dire aux musulmans, vous pouvez continuer à vivre en France. Tu vois, Ah donc oui, oui, oui. De c'est une toute manière façon, insidieuse de leur dire, ouais, faut dégager de là-bas. oui, oui, Parce que tu oui. vois, il y a ce paradoxe-là aussi, parce que souvent les prédicateurs musulmans, et c'est là toute leur hypocrisie, voilà, toute leur hypocrisie, c'est qu'en Oui, fait, bien sûr. ils demandent aux musulmans de quitter l'Europe, mais ils se servent d'eux pour propager l'islam en Europe. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Non, non, je vois ce que tu veux dire, mais justement, faut être plus nuancé sur ça. Les frères musulmans, eux, vont jamais demander la hijra. Voilà, les frères musulmans, comme tu as dit, eux vont chercher l'islamisation par la démographie ou par l'activisme politique, etc. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Eux, ils s'en foutent de faire la hijra. Au contraire, ça les arrange pas que les musulmans fassent la hijra. C'est les quiétistes, c'est les salafis, et matrali et wahhabis qui vont eux inviter les musulmans à faire la hijra. Voilà. Et donc ils vont leur dire quittez, quittez, quittez. Mais maintenant le problème c'est que des gens comme Albani ils sont au fait plutôt au courant de ce qui se passe sur le terrain. C'est qu'une hijra ça se fait pas à la volée comme ça. Tu pars avec 2-3 sous dans les poches et c'est bon. Parce que sachant que les pays d'accueil musulmans, eux, c'est pas trop des pays d'accueil en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es pas riche, si tu débarques les poches vides, ils vont pas s'occuper de toi. Voilà. Et même les pays arabes les plus riches d'entre eux le font pas. Moi, par exemple, je m'attendrais à ce que l'Arabie Saoudite, le Qatar, avec tout leur argent, propose même des primes d'accueil aux nouveaux arrivants pour inciter les gens à faire la hijra. Mais c'est pas du tout ce qu'ils font. Bon, Bah, tu c'est un sais, sujet annexe. Oui, vas-y. moi, quand j'étais musulman, je me souviens, cette question, elle me tracassait. Je me disais, mais comment ça se fait que les Saoudiens, les Qataris, etc., avec tout l'argent qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils proposent pas aux femmes voilées, voilà, qui veulent porter le niqab, etc., de partir dans leur pays? Et en fait, ils demandent aux autres de partir dans leur pays, enfin de partir de la France, pardon, mais ils veulent pas les accueillir. Tu vois, et ça c'est un paradoxe parce que si les musulmans, eux, ont l'obligation de partir des pays européens, ils ont aussi, les pays musulmans ont aussi l'obligation d'accueillir entre guillemets, les muhajirin, c'est-à-dire ceux qui font la hijra. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même paradoxal de vouloir demander aux autres de partir, de leur dire oui, vous devez partir parce que voilà, vous pouvez plus pratiquer C'est, votre religion en France, mais oui, on oui, vous oui. accueille pas. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est juste de l'hypocrisie là pour le coup. Dans le sens où ils prêchent pour les autres ce qu'ils peuvent pas prêcher pour eux-mêmes, tu vois quelque part. Ou ils prêchent pour les autres ce que eux-mêmes au final. C'est vraiment l'incarnation matérielle de je te dis de faire ça, mais je t'aiderai pas à le faire. Voilà.
Exemple, je sais pas moi, t'es en surpoids, je te dis va faire du sport, mais je te donne aucun conseil sur comment le faire, ni je t'encourage, ni je t'épaule, ni je dis juste débrouille-toi. Je te dis ce qu'il y a à faire, je te dis là où tu te trompes, je te dis là ce qu'il faudrait faire, mais je te donne en aucun cas la solution concrète pour appliquer le conseil théorique en pratique. Donc c'est de l'hypocrisie en fait, clairement. C'est je me place dans la posture du moralisateur, je me place dans la posture du donneur de leçons, mais concrètement, moi, je t'aide pas à concrétiser, voilà, la chose en question, le conseil en question ou l'ordonnance en question, la prescription en question. En fait, le problème ici, donc, comme tu as dit, il se pose parce que l'islam politique n'est pas monolithique et homogène, bien au contraire, il est hétérogène. Et donc, du coup, on peut pas combattre les frères musulmans comme on combattrait les salafis quiétistes, soit entre guillemets quiétistes, parce que pour moi, ils n'ont rien de quiétiste. Mais ça, c'est des occidentaux qui définissent mal les choses. Parce que je suis désolé, mais quand on se prétend définir les mots, il faut bien le faire. Voilà, si vous le faites mal, au final, notre discours est erroné et fallacieux. Pour moi, les salafis dits quiétistes, que j'appellerais Wahhabi et Maître Ali, n'ont rien de quiétiste en vérité. Voilà. Et ils ont une posture politique. Par exemple, quand on dit les salafis ne se mêlent pas de la politique parce qu'ils n'appellent pas à voter. Oui, mais ne pas appeler à voter est une posture politique. Donc c'est stupide de dire qu'ils sont pas politisés. Ou bien au contraire. Moi, tous les salafis avec qui j'ai discuté dans ma vie sont très 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 passionnés par la politique. Des occidentaux d'ailleurs, même pas des pays arabes. Quand je leur dis, vous connaissez de ce qui se passe en ce moment en Tunisie, ce qui se passe en Égypte d'un point de vue des élections? Non, je sais pas. Par contre, ils sont contre ce qui se passe en Belgique pour les Belges, en France pour les Français, aux États-Unis, ils sont passionnés par les dernières élections de Trump, Biden. Donc, faut Mais comprendre ça, c'est facilement explicable. C'est facilement explicable. qu'ils vivent en Parce que tout Occident, oui. simplement, Oui, oui, bien sûr. non, pas forcément. Il n'y a pas que ça en tout cas. C'est quoi? C'est que dans leur théologie, ils n'ont pas le droit de se rebeller contre un gouverneur musulman. Donc toute la politique qui va concerner les pays musulmans, ils vont pas en parler. Ils vont préférer se taire, etc. Oui, Parce que ça oui. concerne des pays musulmans. Par contre, quand il s'agit de pays non musulmans, là, ils vont commencer à vouloir donner leur avis. Parce qu'en fait, en fait, comme c'est des gouvernements qui sont pas musulmans, bah, selon leur théologie, ils ont le droit de la critiquer, ils ont le droit de la remettre en question, etc. Même si Ah oui, oui, bien sûr. certains prédicateurs salafistes ne le font pas, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas, tout simplement. Ils savent très bien que s'ils ouvrent leur bouche, bah, leur place va sauter, ils vont perdre tout leur, Oui, tout leur bien c'est matériel, ça. etc. Après, ça dépend vraiment de quelle branche on parle, parce que là, tu parles de la branche soumise au pouvoir, les savants du palais, ou en tout cas les salafis les telafis, comme on les appelle, les telafis. Mais il y a d'autres salafis sont plus radicaux, presque, voilà, parce qu'ils s'assument pas, verseraient vers le takfir, et qui, eux, par exemple, vont critiquer le roi du Maroc, qui vont dire qu'il n'est pas Amir Mu'minin et qui vont remettre même en question son islamité, par exemple, pour ne citer que lui, bien sûr. Genre, eux, ils font quasiment le takfir de tous les gouverneurs musulmans actuels. Voilà. En tout cas, pour revenir sur la France, etc. Donc, nous, en France, quand on fait, par exemple, quand on censure la publication de certains livres, ou quand on censure, ou quand on, par exemple, on va censurer certains discours au niveau des mosquées. Donc, on prend position par rapport à la liberté d'expression. Et c'est pour ça que pour moi, la notion de liberté doit jamais être comprise en tant qu'absolue. Et ça, c'est un truc que les musulmans n'arrivent pas dans le discours public. En tout cas, ceux qui prennent la parole et qui s'insurgent contre ça, je veux pas essentialiser non plus. En tout cas, ceux qui n'arrêtent pas de radoter et de rabâcher. Oui, mais voilà, en France, on est censé pouvoir dire ce qu'on veut, c'est la liberté d'expression, liberté d'expression. Je sais pas qui leur a appris à ces gens-là comment fonctionnait la liberté d'expression, mais cette personne-là a fait un très mauvais taf. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression n'a jamais eu pour vocation d'être d'un absolu. Voilà. C'est comme pour l'égalité. La notion d'égalité, ce n'est pas un absolu, c'est un idéal à atteindre et qui forcément possède des contraintes. Voilà. L'égalité, c'est pas donner la même chose à tout le monde. Parce que t'imagines si on donne la même chose à tout le monde, c'est qu'on fait pas attention aux besoins de chacun. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'accompagnement, plus d'aide, plus Hmm. de soutien que d'autres. Donc Alors, l'égalité absolue est totalement alors, absurde et stupide. Et la même chose pour la justement, liberté. Vas-y, je t'écoute. justement, Régulus, pour moi, tu vois, la plus grande erreur qu'ont fait les politiciens français,
c'est de mettre la religion musulmane à égalité avec les autres. Ça a été leur plus grande erreur parce que, en réalité, c'est au nom de cette égalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les musulmans, c'est au nom de au nom de cette égalité qu'ils revendiquent des droits, qui veulent justement s'exprimer comme s'exprime bah, voilà, tout un chacun, etc. Et du coup, c'est ça en fait qui crée cette tension, parce qu'en fait, tacitement, la majorité des gens en France n'acceptent pas en fait la présence de cette religion dans leur pays, majoritairement. Et ça s'est aggravé depuis les attentats de Charlie Hebdo, du 13 novembre, de Samuel Paty, etc., tu vois, qui ont quand même marqué la conscience collective. Et du coup, pour moi, en fait, la France aurait dû faire comme dans les pays musulmans, c'est-à-dire dire, bon, à la limite, si la France, voilà, disons, elle défend pas de religion, voilà, bah, elle dit, on va mettre le principe de laïcité, disons, au-dessus de toute, bon, même bon, peut-être pas le principe de laïcité, parce que ça fonctionne pas correctement. Mais je sais pas, disons que la France, elle aurait dû mettre un principe ou une idéologie au-dessus de toutes les autres et dire cette idéologie a plus de droits sur notre sol que toutes les autres idéologies. Tu vois, parce que souvent, tu vois, en France, on entend souvent ce discours en disant, oui, nous, on construit des mosquées en France, mais vous, dans vos pays musulmans, vous permettez pas la construction d'églises. Oui, mais la France n'est plus un pays chrétien. Pourquoi, pourquoi revendiquer de construire des églises dans les pays musulmans alors que les pays musulmans ne sont pas des pays, enfin, pardon, pourquoi revendiquer la construction d'églises dans les pays musulmans alors que les pays européens ne sont plus à proprement parler des pays chrétiens, c'est des pays, voilà, disons laïques. Donc, et si tu leur dis, par exemple, oui, bah, si tu leur dis, bah, vous devez alors, pour qu'il y ait principe de réciprocité, vous devez mettre la démocratie dans vos pays, ils vont te dire, oui, on est tous déjà des régimes démocratiques, tu vois. L'Algérie est un régime, entre guillemets, démocratique, la Tunisie, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pourtant, dans ces pays-là, ils vont tous mettre la religion islamique au-dessus de toutes les autres religions. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Régulus? Bien sûr, parce que Tu vois? l'islam reste quand même la religion d'État dans tous les pays musulmans. Voilà, et c'est ça C'est et c'est ça constitutionnel. justement. Et justement, pourquoi est-ce que les pays musulmans ont fait ça? Et ils ont eu raison de le faire selon leur point de vue, parce qu'ils ont voulu protéger leur religion. Ils l'ont protégée. C'est ça. Ne pas mettre les religions sur un même pied d'égalité, c'est protéger sa propre religion, en fait. C'est la protéger. Et par exemple, on le voit en Russie. En Russie, la religion officielle de l'État, c'est l'orthodoxie. Même il y a des musulmans en Russie, mais la Russie, par exemple, ne met pas sur un même pied d'égalité toutes les religions. Et pourtant, ça fonctionne. Bon, je suis pas allé en Russie, j'ai jamais vécu là-bas, donc je peux pas donner un avis objectif de la situation en Russie, mais ça se passe plus ou moins bien. Et en fait, bon, après, il y a aussi un régime assez despotique, disons, qui permet aussi que tout se passe bien, tu vois. Il y a un régime qui est... Voilà, la Russie, c'est pas la France, tu vois ce que je veux dire? Euh, donc voilà. Mais voilà, donc, moi je pense que ça a été quand même une erreur de mettre toutes les religions sur un même pied d'égalité. Peut-être qu'en France, ils auraient dû mettre symboliquement la religion catholique, même si voilà, il reste qu'un substrat catholique en France, hein. La religion catholique, elle est plus du tout puissante en France. Mais symboliquement, pour le respect de l'histoire, pour le respect de la culture, parce que la France, elle doit quand même beaucoup au catholicisme, elle aurait dû mettre sur un piédestal cette religion-là. Tu vois? Moi, je pense que ça a été comme une grave erreur que de mettre toutes les religions sur un même pied d'égalité. Oui, après, en fait, toi, tu as des reproches à faire à la laïcité, en fait, telle qu'elle a été conçue en France, ou comprise en France et acceptée en France. C'est ça que tu veux dire? Bah, regarde, je te donne un simple exemple, et ça, je l'avais déjà Parce, posé cette Pas- question à parce des que gens. la Hmm. laïcité, c'est le principe qui fait en sorte que l'État est neutre face à toutes les religions, christianisme confondu, et Et ne pas lui justement, donner un c'est une privilège. erreur. C'est une erreur. Regarde, j'ai posé la dernière fois une question sur un live, etc., et j'ai jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Admettons maintenant que par le principe de laïcité, donc disons que toutes les religions sont à égalité, etc., admettons dans un scénario catastrophe, ça amène à ce que la majorité de la population française, de souche, je parle bien de souche, hein, je parle pas de la population étrangère, mais disons que par ce biais-là, qui est la laïcité, la majorité des Français, dans un scénario catastrophe, hein, je dis bien, que la majorité de la population française se convertisse à l'islam. Ils deviennent tous musulmans. Donc,
là, on peut plus leur reprocher, pardon, d'être, voilà, d'être des étrangers, etc. Mais en fait, ça voudrait dire que le peuple français deviendrait lui-même ennemi de sa propre civilisation. Donc, comment est-ce qu'on résout ce paradoxe-là? Imagine demain que dans un scénario catastrophe, la majorité des Français, ils deviennent tous musulmans et qu'ils veulent tous abolir le système. Est-ce qu'ils seraient légitimes ou pas à pouvoir le faire? Allô? Vas-y, développe. Ah, c'est tout. En fait, non, non, et du coup, ce que je disais, c'est que voilà, le fait de ne pas prioriser une religion sur une autre, et de pas prendre voilà l'histoire en compte, etc. Ça peut amener, bon, je dis pas, j'ai pris l'exemple d'un scénario de catastrophe, j'ai exagéré. Admettons que demain, la majorité des Français décident de se convertir à l'islam, qui deviennent tous français musulmans de souche, et qui décident tous d'imposer l'islam en France. Bah, Oui. eh ben, ça serait paradoxal parce que la laïcité, elle aurait permis la destruction de la laïcité. Tu vois ce que je veux dire? La liberté de Moi, conscience aurait permis l'absence de liberté de conscience. En je fait, on vais, arriverait à des paradoxes. oui, 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 attends, je vais essayer de t'orienter vers quelque chose de parallèle, mais qui est en lien. Comment, dans ton scénario fictif, parce qu'il faut être précis, quand on s'imagine des exercices de pensée, faut essayer d'être le plus précis possible pour se rapprocher de la réalité alternative. Voilà, parce que là, tu proposes un scénario futuriste alternatif à celui qui est en train de se mettre en place pour l'instant, parce que pour l'instant, on ne prévoit pas de changement radical de point de vue politique. En tout cas, pas vers l'islamisation complète de la France. En tout cas, comment? Pour toi, c'est à travers les urnes ou à travers la force qui aurait ça? Non, non, je disais pas. Non, non, je parle pas à travers les urnes ou à travers la force. Je dis, admettons que la majorité de la population. Là, on parle bien d'un scénario de catastrophe, hein. On Oui, exagère, c'est un exercice mais de pensée. Admettons que. mais Comment? comment? Regarde. Non, par la conversion. Donc, admettons, demain, la Oui, majorité des Français, mais en- ils décident de se convertir. Et qu'après, ils décidaient par la par voie les des urnes ou urnes, par la force? Voilà, merci. par les C'est urnes ou tout. pas. C'est tout. Attends. Vas-y. Ouais. Là, je peux te répondre. Donc, si c'est par les urnes, c'est pas la laïcité qui leur aurait permis d'arriver au pouvoir, c'est la démocratie. Et oui, c'est là Oui. où tu te trompes. Non, Ah non, oui, justement, ah oui, Régulus. c'est pas Attends, attends, pareil, non, c'est mais, pas non, mais pareil. Régulus, C'est la attends, Régulus. démocratie qui Attends. permet. Non. Attends. Par Désolé. exemple, en Algérie, le fils a failli passer au pouvoir à cause de la démocratie, pas à cause de la laïcité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, C'est la justement. démocratie qui permet à des régimes islamistes de passer au pouvoir si elles en ont la capacité. C'est pas la Alors, laïcité. Désolé. alors là, justement, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que certes, c'est par le moyen, c'est la démocratie qui permettrait justement que le système tombe. Donc c'est par voie démocratique. Par contre, ce qui aurait influencé le choix des musulmans et qui leur aurait permis de devenir musulmans, c'est la laïcité. Donc c'est la laïcité qui aurait influencé leur choix de vouloir abolir la démocratie. Tu Mais vois ce que je veux dire? je t'ai donné l'exemple de l'Algérie. Il n'y avait pas de laïcité en Algérie. Pourtant, le fils a failli passer. Comment t'expliques ça, par Oui, exemple? oui, oui, mais justement parce que la population était déjà musulmane. C'est-à-dire que pas la laïcité, elle permet de mettre toutes les religions à égalité. Tu vois ce que je veux dire? Elle permet, si tu veux, aux musulmans d'avoir les mêmes droits que des chrétiens, des juifs, etc. Tu vois, elle leur permet d'avoir les mêmes droits. Donc au nom de ces droits-là, ces droits bah, parce que la laïcité, ça concerne plus, si tu veux, la liberté de conscience, tu vois, ça concerne tout ça, la liberté de culte, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc la laïcité, elle aurait permis la pérennisation de l'islam en France, et par cette pérennisation de l'islam en France, les musulmans pourraient avoir justement un poids électoral qui leur permettrait de faire basculer la démocratie. Donc tu vois, quelque part, c'est Non. lié. C'est la démocratie qui permet de faire basculer la démocratie. Je suis désolé encore une fois. La démocratie, dans sa forme la plus totale, on va dire, la Mhm. moins restrictive possible, permet à des partis religieux, ça peut être des chrétiens, ça peut être même des Mhm. juifs ou autres, de participer au jeu démocratique, voilà, donc de pouvoir s'élire, de pouvoir entrer dans le Parlement, etc., en tant que parti politique religieux. Et ça,
on le connaît notamment dans beaucoup de pays arabes, qui ont choisi ce terrain-là, comme la Tunisie, etc. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que ça permet? Ça permet un renversement par les urnes d'un régime politique t'as compris, semi-laïque, voilà, parce que on n'est pas dans des théocraties dans les pays arabes actuels. Même dans les pays arabes qui appliquent le plus l'islam, c'est pas totalement une théocratie, comme l'Arabie Saoudite par exemple. De renverser les choses, voilà, l'ordre établi qu'on connaissait avant. Et en fait, toi, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que la laïcité, c'est un outil qui va permettre à l'islam de faire, en tout cas sous sa forme politique bien sûr, de faire jeu égal avec toutes les autres possibilités offertes politiquement, que ce soit les Alors, communistes, soit les... C'est ça que tu es en c'est train pas de dire. ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis allé sur le site de la République française pour avoir la définition exacte de la laïcité. Donc, je vais Mhm. juste dire pour se mettre d'accord. La laïcité est un principe inscrit dans la Constitution. Elle garantit la liberté de conscience, l'égalité de tous Mhm. les citoyens, quelles que soient leurs croyances, la neutralité de l'État, des religions et le libre exercice des cultes. Donc, bon, donc moi, ce que je disais, c'est que cette laïcité, elle perd, en fait, de par le fait qu'elle met toutes les religions à égalité, elle permet aux musulmans de devenir, si tu veux, une sorte de vecteur idéologique. C'est-à-dire qu'elle permet à l'islam de s'implanter à égalité avec toutes les autres religions, indépendamment de l'histoire, etc. Donc, un, un- si tu veux, une sorte de légitimité pour se répandre dans la société, de sorte à ce que dans un scénario de catastrophe, la majorité des Français deviennent musulmans, et par le fait qu'ils soient majoritaires et par voie électorale, donc là on coupe l'influence de la laïcité, donc tu vois, et en fait, et après, une fois qu'ils sont tous devenus musulmans, ils utilisent les voies démocratiques pour abolir la démocratie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que Oui, la démocratie, elle vient pas s'ingérer dans la liberté de culte, dans le fait de mettre toutes les religions à égalité. On est d'accord. Pas de ça. oui, ça c'est la laïcité. C'est ça ce que je te dis. La laïcité, c'est C'est la un outil laïcité. de, en gros, la laïcité neutralise et la démocratie ouvre la porte. Voilà, c'est ça ce qu'on dit. Ce que je te Voilà, dis. donc la laïcité, elle permet aux musulmans. Regarde, c'est très simple. C'est comme si on était dans une course de d'athlétisme, tu vois, t'es sur la ligne de départ, et en fait, à la base, le christianisme a une longueur d'avance. Mais la laïcité vient, c'est un peu l'arbitre qui vient et qui dit non, 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 reviens en arrière, reviens au même niveau que le coureur musulman, comme ça vous prenez un Non, même point de regarde. départ. C'est un peu ça que tu Régulus, dis ouais, au final. non, pour te donner un exemple, pour te donner un exemple très concret. Non, mais j'essaye Dans les de pays, ouais, schématiser dans ta tête comment tu te représentes les choses. regarde, moi, regarde, Du coup, comment on présente les choses. Regarde. forcément, les partis musulmans Ouais. ont les mêmes chances d'influencer le terrain que les partis Non. chrétiens, au final. Justement, regarde, je te donne un Oui. exemple. On reproche aux pays musulmans, on leur reproche leur d'égalitarisme. On leur dit, vous, dans votre pays, vous construisez pas, enfin, vous permettez pas la construction d'églises, voilà, vous mettez pas toutes les religions à égalité, puisque vous mettez la religion islamique au-dessus de toutes les autres religions. Et en fait, de par ce système-là qu'ils ont dans les pays musulmans, ils permettent justement à l'islam d'être toujours en pôle position. C'est-à-dire ils empêchent à toutes les autres religions une expression, une visibilité dans la rue qui permettrait justement à la population de se convertir à d'autres religions. Parce que si toi demain, par exemple en Algérie, je prends le cas de l'Algérie. L'Algérie est un pays dit musulman, donc ils mettent l'islam en tant que religion, et de par ce fait-là, ils mettent toutes les autres religions en infériorité, tu vois. Ils les mettent toutes en infériorité, et du coup, ils ne permettent pas le libre exercice des cultes. Donc ça veut dire qu'un musulman algérien qui voudrait se convertir au christianisme, bah, il le peut très difficilement. Et de par ce biais-là, ils empêchent la propagation d'autres religions dans leur société. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en France, de par le système de laïcité, en mettant toutes les religions à égalité, y compris l'islam, ils font une énorme erreur parce qu'ils permettent le libre exercice des cultes, et dans le libre exercice des cultes, il y a une forme de prosélytisme. Le prosélytisme, il vient se placer là quelque part, parce que quand tu construis des mosquées, quand tu permets la libre expression des cultes, même par exemple, voilà, c'est une forme de message qu'on envoie aussi au sein de la population. Du coup, il y a des gens par ce biais-là qui se convertissent. Voilà, tu vois, tu as le du prosélytisme, alors que dans les pays musulmans, comme l'islam est
religion d'État, t'as pas le droit de faire du prosélytisme, parce que toutes les religions ne sont pas égalité, tu vois. Et c'est ça, en fait. Et je disais que, de par la laïcité, on permet un égalitarisme, justement, on permet on permet l'implantation d'un égalitarisme donc, qui permettrait aux musulmans, dans un scénario catastrophe, de devenir majoritaires et ensuite d'avoir un poids politique dans les élections. Par exemple, en votant pour je sais pas, un premier ministre musulman comme en Mais c'est Grande-Bretagne, tu vois. c'est exactement ce que j'ai dit avec l'exemple des coureurs en fait. C'est juste à voulu développer un peu plus. Mm. Mais en fait, moi j'aime bien simplifier pour les gens qui nous écoutent et j'aime pas complexifier une pensée inutilement qui n'a pas besoin d'être complexifiée. T'es en train Oui, de dire que la laïcité est un outil politique qui a été voté en 1905, qui consistait à séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux, en tout cas de ce qu'était le pouvoir religieux à cette époque, parce qu'il s'est bien amoindri avec le temps, et par conséquent, avec l'arrivée de nouvelles religions, notamment l'islam, et de communautés religieuses, incarnées par différentes groupes, on va dire, extra européens, ou même européens d'ailleurs, parce que si on prend les Turcs et les Tchétchènes et qu'on considère qu'ils font partie de l'Europe continentale, même si c'est pas de l'Union européenne, sont quand même musulmans. Et donc à partir de ce moment-là, ils forment une sorte de nouvelle tendance religio-politique qui peut influencer aussi les Français.